Bienvenue dans High Value Entrepreneur, le podcast conçu pour ceux qui veulent exceller dans l'entrepreneuriat et s'élever au-delà des standards. Ici, chaque semaine, nous plongeons dans des conversations authentiques et sans filtre pour vous apporter bien plus que de simples idées. Dans High Value Entrepreneur, vous découvrirez des astuces concrètes pour devenir un entrepreneur plus performant, des histoires inspirantes et des anomalies longtemps cachées, révélant des leçons précieuses et les parcours parfois sinueux vers le succès. Chaque épisode est soigneusement enregistré dans le Studio 29, un espace qui personnalise totalement l'expérience d'enregistrement pour offrir un cadre unique et mémorable. Avant de commencer, j'ai une petite demande. Beaucoup d'entre vous nous écoutent régulièrement, mais sans être abonnés. Un simple clic sur s'abonner nous aiderait à continuer d'avoir des invités exceptionnels et à produire un contenu toujours plus riche et pertinent. N'hésitez pas à explorer plusieurs épisodes et à partager votre avis en commentaire. Allez, c'est parti, bon visionnage et bonne écoute. Eh bien écoute, bienvenue Jordan. Merci. Eh bien je suis très heureux de t'accueillir parce que en fait, moi je t'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, Oui. en scrollant sur Instagram. J'ai vu ton contenu, je me suis dit, waouh, trop cool. Il y a plein de sujets qu'on n'a pas l'habitude d'aborder dans High Value Entrepreneur. On a une particularité dans le podcast qui est qu'on ne présente pas nos invités. Oui. Comme ça évite le fameux truc de se présenter, qui parfois certains aiment et d'autres n'aiment pas. Moi, ça va. Mais bonne nouvelle, on le fera pas et on le fera jamais. Par contre, on commence avec une question qui est: quelle est l'anomalie de ton parcours que tu aurais aimé éviter et qui se révèle finalement peut-être un super atout dans ton parcours? Oui, j'ai vu ça. J'ai vu que tu commençais tes interviews comme ça. Elle n'est pas évidente cette question. Non, Elle n'est je pas peux- évidente. Non, je trouve que... Bon, tu mets un petit peu en difficulté dès le début, c'est bien, comme ça... Parce qu'après c'est plus facile. Après on est lancé, c'est le plus dur est passé. Mais du coup, j'ai pu y réfléchir un petit peu. Et franchement, je suis vraiment creusé la tête pour cette question parce que, en fait, on voit toujours son parcours comme quelque chose de linéaire, comme quelque chose de, enfin moi, de positif. Et même si je prends du recul sur moi-même, j'ai l'impression que je suis le mec le plus normal de la Terre, auquel il est arrivé les choses les plus normales de la Terre aussi. Ah ok. Mais c'est vraiment, mais c'est un biais, hein, parce que c'est pas le cas. Et en fait, je pense que ça vient de la famille. Ok. Je pense que dans ma famille, en fait, j'étais élevé dans une famille alors de 4 enfants, on parlait d'enfants avant, de 4 enfants, et tout très positif. Mais je pense qu'il y a une anomalie qui nous caractérise, c'est que rien n'était vraiment interdit, finalement, Comment ça? dans mon éducation. Ça veut dire? J'ai jamais eu un cadre très très strict, sans que ce soit laxiste non plus. On savait, mes parents ont toujours su nous faire euh, toucher du doigt les limites. Enfin, plutôt ils nous encourageaient, sans vraiment le dire, à ce qu'on les dépasse pour qu'on sache où étaient les limites. Ah. On a vraiment eu pleine confiance, je pense. Alors peut-être que c'était moins vrai quand j'étais vraiment enfant, bien Ouais. sûr, mais une fois que j'étais plutôt ado, là, j'ai senti que peut-être la pression parentale, elle se levait, et j'étais lâché dans le grand bain. Et je pense que ça, c'est une anomalie. Parce que je pense que dans les familles, et moi-même étant père, je vois à quel point ça peut être quelque chose d'anxiogène pour un parent, de ne pas mettre de barrière, De contrôle? de Ouais, contrôle, ouais. et de faire confiance pleinement à son enfant. Parce que quand on est parent, on a envie que d'une chose, c'est que son enfant soit en sécurité, Ouais. safe, plutôt qu'il s'épanouisse finalement. Parfois, c'est un peu au détriment de l'autre. On préfère la nuit dormir tranquille, plutôt que de laisser le champ libre, parce que c'est hyper angoissant. Et ça, autant au début, et dans mon parcours même scolaire, par exemple, je suis allé, j'étais libre, je suis allé en S, je sais pas trop pourquoi, tu vois. Et au bout d'un moment, justement, parce que en discutant avec mes parents, avec ma mère surtout, sans qu'elle me dise quoi que ce soit, mais j'ai compris que j'avais fait ça juste parce que peut-être on attendait de moi que j'aille dans cette filière-là, parce que j'étais pas mauvais à l'école, etc. Et en fait, du coup, j'ai bifurqué, je suis allé en terminale L ensuite. Bref, c'est un petit quelque chose, mais qui est assez, qui montre, je pense, que le cadre était rester à définir à moi-même, en fait. Et en fait, ça m'a servi à fond plus tard, quoi. Est-ce que tu t'en es rendu compte de ça quand tu étais déjà plus jeune ou c'est avec les années qui passent que tu t'en rends compte? C'est avec les années qui passent, c'est en devenant père, c'est en faisant ses décisions soi-même, c'est tout ça dans la vie professionnelle où je me rends compte, et en regardant aussi autour de moi, en regardant mon parcours et le parcours des autres, où je vois à quel point en fait je suis libre, enfin, et je fais les choses avec le cœur.
T'as fait libre avec un petit... Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est Non, passé à un moment donné, ça? parce que je viens d'un enseignement très littéraire. On fait de la philosophie, donc je questionne Ouais. le concept de Liberté. liberté Ouais. qui est toujours limité. Donc je suis pas totalement libre, mais j'essaie de l'être au maximum et de pas me limiter à des questions justement de sécurité, finalement de carrière. En fait, je suis assez court-termiste et je fais vraiment avec ce que j'ai dans les tripes. Et ça, je crois que c'est un atout qui vient de cette anomalie Ok. familiale-là, qui est un atout pour le moment, hein, qui peut se révéler aussi être quelque chose de... Peut-être que dans 3 ans, je suis SDF, je ne me le souhaite pas, Je te le souhaite pas non plus. mais voilà. Ou alors tu reviendras en disant que t'as été SDF et C'est que ça. là aujourd'hui Jordan est à une multinationale qui joue avec Amazon Voilà. à jeu égal. La liberté, t'en parles là. Est-ce Ouais. que c'est quelque chose qui était important pour toi déjà petit? Parce que là, tu dis que tu l'as philosophiquement parlant un peu travaillé, en tout cas de ton côté scolairement parlant. Oui. Mais cette liberté, déjà tout petit, elle était déjà là. Parce que tu aurais pu. En fait, il y a différents cas. Je dis ça, je digresse dans ma question, mais la liberté, il y a des gens, ils la veulent parce qu'ils en ont pas. Ils n'en ont Mhm. pas. Et il y en a qui la trouvent hyper importante parce qu'ils en ont eu et qu'ils ne veulent pas la perdre. Oui. Toi, tu serais dans quelle catégorie? J'ai l'impression plus celle où tu l'avais et que tu veux pas la perdre. En fait, ça a changé au fur et à mesure de mon parcours, ma maturité. Au début, euh, je m'épanouissais dans un cadre justement scolaire où il y a un énoncé, on fait ce qui est dit et on reste dans ce cadre-là. On n'essaie pas de penser outside the box, comme on peut dire Ouais. en anglais. Je ne sais pas s'il y a une expression dans la française qui... Voilà, Ouais. hors de la Doit y en boîte, avoir une. disons. Mais... Doit y en avoir une. Et, euh, et donc, je me complaisais là-dedans. Et en fait, et ensuite, une fois que j'ai bien fait ça, je suis allé voir un petit peu au-delà, puisque je le pouvais, comme je disais avant. Et c'est là que j'ai pris le goût de la liberté de faire et de me rendre compte que je faisais de manière complètement différente de ce qu'une autre personne faisait. Donc finalement, que le système scolaire m'avait amené à avoir des méthodes qui étaient partagées par beaucoup, ou moi, les miennes divergeaient. Donc j'ai appris simplement à savoir qui j'étais, à savoir comment je fonctionnais. Après, enfin, ça a mis longtemps parce que j'ai fait du salariat pendant très longtemps. Puisque, mine de rien, mine de rien, les parents, quand même, arrivent à te dire qu'un CDI, c'est quand même pas mal, mine de rien. Sécurité. La sécurité, exactement. Ils peuvent pas complètement s'émanciper de ça. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout ce que tu vois, tout Ouais. ce que tu ressens. Tu penses pré-banque, etc. Bref. Et donc, du salariat, pas mal. Et maintenant, je suis freelance depuis janvier de cette année-là, Ok. 2024. Et là, pour le coup, après y avoir goûté, je sais que ça correspond parfaitement à qui je suis. Effectivement, c'est plus risqué. Il y a plus d'angoisse liée au lendemain. Mais pour autant, je ne reviendrai pas en arrière. Voilà, cette liberté-là, je veux pas la lâcher. Alors, c'est une liberté, encore une fois, elle est teintée parce que Bien tu sûr. as des Elle est même clients. biaisée. Et puis, tu es libre par rapport à ce que toi, t'aimes faire dans ce nouveau contexte. Finalement, on n'est pas. Parce que la liberté d'être Exactement. entrepreneur. On a un nouveau patron qui s'appelle l'État, euh, qui était déjà là avant, mais là pour le coup il te dit Exactement, oui. Ouais. rappelle-toi, c'est moi qui décide quand même. Et le poids Euh, administratif qui arrive là. ouais, c'est le côté un peu sympa de l'entrepreneuriat pour le Ouais. coup. La liberté, alors pour que les gens qui vont te découvrir pour le coup, Oui. on va quand même parler aujourd'hui, il y a plein de choses dont on va parler, de toi forcément. On va parler de ce que tu fais, tu es quand même sur les réseaux sociaux, donc la création de contenu Oui. de manière globale où tu te débrouilles. En fait, il y a un côté storytelling Mm. dans quasiment dans tous tes contents que moi j'ai regardé et que j'ai vu. Alors comme je disais tout à l'heure au début, je suis tombé par hasard sur une de tes vidéos, j'ai fait putain, genre, il se passe un truc, avec Jordan. En Tant tout mieux. cas, j'ai vu qu'il y avait un truc moi qui m'interpellait. Ton contenu, il est fait de manière, il est très storytellé. T'es entrepreneur également, donc on va parler aussi un peu entrepreneuriat. Et on va aussi parler de ta vision aujourd'hui, parce qu'en fait, tu fais de la création de contenu sur les vêtements, Mhm. sur la manière de s'habiller. Et le dernier peut-être petit point pour teaser les gens, tu es aussi dans un look aujourd'hui où tu fais des looks qui sont pas les looks les plus... Tu as le droit de dire que je me trompe et de pas être d'accord. Les plus plébiscités actuellement. Ah oui. On est sur une sorte de retour aux sources. Hmm. Même tu remarqueras, je sais pas si tu as vu en vidéo, création de contenu, on revient sur un step un peu old school aussi, Ah, tu trouves? ouais, en vidéo de ouf. Là, il y a un mood qui arrive en mode années 60, années 50, Ah oui, d'accord. qui revient en mode ah, regarde, c'est sympa. Alors, combien de temps Ouais. ça va durer, on ne le sait pas. Ouais. Mais
il y a aussi pas mal de choses. Et pour revenir sur la liberté, bah là, pour le coup, c'est un peu la liberté de faire ce que tu as envie de faire dans le fait de t'habiller comme tu veux, ce qui est intéressant pour toi, et le côté morphologique. Pour teaser un peu pour ceux qui nous regardent là maintenant tout de suite. Et on va aborder tout ça. Est-ce que. Alors c'est effectivement une valeur centrale pour moi et même tu vois donc maintenant alors donc liberté elle est teintée parce que donc tu es freelance mais tu travailles pour des clients. Bien sûr. Et les clients voilà ils te demandent une contrepartie avec des exigences souvent avec un brief donc en clair c'est on a tel produit à vendre par exemple on voudrait communiquer dessus faire une campagne de communication dans laquelle tu t'insères, enfin en tout cas on aimerait bien, que tu nous fasses un contenu, souvent une vidéo par exemple, qui traite ça. Alors parfois la marque s'arrête ici, parfois elle déroule un cahier des charges. Il faut le faire de telle manière, il faut faire par exemple, j'avais un client qui voulait faire pour une sorte de guide cadeau et qui voulait que je la fasse d'une manière très spécifique. Donc moi, là, la manière dont elle voulait que je traite la chose, ça n'était pas dans moi mon cahier des charges personnel. Ça n'était pas dans la manière dont je voulais storyteller, dont tout simplement je suis et je traite ce genre de communication. Donc là, j'avais deux choix, soit me plier à leurs règles Mm. et influencer mon contenu d'une certaine manière, et donc modifier l'image que les gens pourraient avoir de mon contenu et de moi, et pourquoi pas la dégrader. Ou alors taper du poing sur la table gentiment hein, Ouais. et dire ben non, si vous voulez faire les choses exactement comme ça, c'est pas avec moi qu'il faut travailler. Il y a plein de gens qui le font très bien. En revanche, moi je vais pas faire ça. Et c'est la deuxième option que j'ai choisie. Au début, Amérique, que Courageux, c'était hein? oui, Parce que c'est le. Pour donner un peu de contexte pour les gens qui connaissent pas ce monde-là, pour le coup, je le connais plutôt pas mal. euh, les marques, elles veulent toujours. Alors, les marques, les collaborations, quand elles veulent venir travailler avec un créateur de contenu, un influenceur, on parlera sur le mot de l'influenceur tout à l'heure, on en parlait tout mhm, à l'heure en off, mais elles sont hyper contentes de valider le contenu, de valider que ce que tu fais, ça a de la valeur, mhm, mais elles veulent qu'une seule chose, c'est que tu fasses ce que eux oui, veulent. oui, Et ça, les gens s'en rendent pas compte forcément. Quand tu es un créateur de contenu, il y a un moment, tu es obligé de dire, soit je dis oui et je me plie un peu ce que tu disais, soit je dis non, mais par contre, je ne je serai pas payé pour. exactement. Mais je pense que les marques doivent justement faire la part des choses. Il y a des influenceurs, il y a après ce que les gens appellent parfois les gens s'appellent créateurs de contenu. Euh, je pense que bon, tout ça, c'est des influenceurs. Mais peu importe. Je crois surtout qu'il y a des gens auxquels il faut faire confiance parce qu'ils ont une expertise sur comment on communique sur ces plateformes-là. Que la marque n'a pas forcément. Justement, il faut voir comment les marques communiquent quand elles sont libres Catastrophe. sur, voilà, sur Ah, TikTok, c'est une catastrophe. sur Insta. En fait, bah, c'est souvent les décideurs dans les marques, c'est souvent des personnes qui ont une carrière, je ne veux pas généraliser, hein, Ouais. c'est partout différent, mais qui ont une carrière qui s'est bâtie sur d'autres fondamentaux et d'autres codes, et là ils débarquent sur une plateforme en se disant, bon, on va faire comme on a toujours fait, c'est ça qui fonctionne, et ils débarquent sur une plateforme sans connaître les codes, et en essayant que ça ait du succès, quoi. Mais non, ça marche pas Bien comme sûr. ça. Ouais. Donc faites confiance aux gens qui sont là, qui ont compris comment ça, qui ont compris les codes, parce que c'est un langage. Et sur Instagram, ça n'est pas le même que sur TikTok. Moi, mon profil, il correspond plus, ou ma manière de faire, à Instagram pour le moment. Euh, TikTok aussi. TikTok un Ouais, peu ouais. aussi, oui, oui. Mais je sens que j'ai moins de... comment dire, mon contenu va moins pénétrer cette application-là, elle fait moins effet. Peut-être parce que moi, mon cœur de cible dans mon audience, il est dans mon âge, autour de 30 ans en fait, Ok. enfin un peu plus, mais ma cible elle est plus 24-35 ans. Et cette cible elle est sur TikTok, Ouais. hein, mais Elle consomme pas de la même manière le contenu que sur TikTok, que ouais, sur ouais, Instagram. ouais, Ouais. voilà, faut faire attention. Donc moi je dis aussi aux marques, quand je dis ça, que je vais pas le faire comme ça, votre contenu, je leur dis, faites-moi confiance, j'ai l'habitude de faire du contenu, et non seulement cette manière de faire, je trouve qu'elle n'est pas adaptée à la plateforme. En l'occurrence, leur manière de faire, on pouvait la faire sur la plateforme, mais aussi, si moi je fais ça, en fait, j'offre une expérience moyenne à mon utilisateur. Ok. Parce que moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas de faire de la pub pour cette marque et de gagner de l'argent. Je suis intéressé par gagner de l'argent, bien sûr, mais c'est secondaire. C'est-à-dire que je veux toujours offrir de la valeur à mon utilisateur. Je travaille pour lui. Je ne travaille pas pour la marque. Pas d'abord, je travaille pour l'utilisateur. Et moi, je me psychanalyse à longueur de temps, je vois comment j'interagis sur les réseaux sociaux, je vois comment je scroll, ce qui m'interpelle, et j'essaie de savoir, quand quelque chose m'interpelle, tout de suite, j'essaie de penser méta, et je me dis, mais pourquoi ça m'interpelle. Et donc, je pense que j'en ai tiré un certain nombre
pas de certitude, mais en tout cas Ouais. d'enseignement, exactement, qui peuvent s'avérer parfois fausses, mais sur lesquelles je joue et sur lesquelles je bâtis tout ça. Et donc, c'est pour ça que dès que je fais un contenu, qu'il soit pour une marque sponsorisée ou qu'il soit organique pour moi, il va être, enfin, justement, il n'est pas pour moi, il va toujours être pour une cible, je vais Ouais. toujours apporter de la valeur. Et en fait, c'est épuisant en tant que créateur de contenu parce qu'il y en a, ce que tu vois sur Insta notamment et sur TikTok, eh ben, il y a beaucoup de contenus qui sont vraiment plus des contenus purement esthétiques, Ouais. qui n'ont pas de message derrière. Alors, c'est pas forcément d'avoir un message fort derrière, mais je trouve que c'est toujours souvent un peu limité ce que toi tu en retires. J'ai toujours l'impression que la personne qui fait du contenu regarde un peu plus son reflet dans la caméra, plutôt qu'elle ne s'adresse directement à la personne qui est derrière et donc qui est là. Et moi, vraiment, tout ce que j'essaie de faire, que ce soit sponsorisé ou pas, c'est d'aller atteindre la personne qui est derrière en lui parlant à lui spécifiquement. Tu vois. Et alors là, forcément, tu vas nous donner peut-être des tips de comment faire ça, parce que c'est quelque chose ce qui est rigolo avec la création de contenu, c'est que tout montre que potentiellement c'est hyper simple à faire. Mhm. Parce qu'en fait, on a un truc dans notre main qui nous permet de le faire Oui, oui, potentiellement. oui, Tu mets oui. un trépied, tu mets un truc. Bon, là, il y a beaucoup de lumière, on est dans des studios, donc forcément, c'est un peu plus pro. Ouais, Mais aujourd'hui, avec un téléphone et une simple ring light, on peut faire beaucoup de choses. ouais. Beaucoup de choses. En apparence, c'est simple, mais tout le monde peut le faire. Mais c'est hyper complexe de réussir à exister dans la création de contenu. Oui, en fait, c'est même une erreur, je pense, que de vouloir percer sur Instagram ou sur TikTok. Enfin, c'est pas une erreur. On peut vouloir le faire. Moi, je travaillais avant chez Bonne Gueule, la marque de vêtements, On va en et qui est parler. aussi un média, Ouais. et je faisais beaucoup de contenu pour eux. Et quand je me suis lancé en freelance en janvier, ben moi, c'était un pari. En fait, je dis que c'est une erreur, mais c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis dit, tiens, allez, on va voir si je la tente. Je suis all-in sur les réseaux et sur la création de contenu. On va voir si ça fonctionne. Mais j'avais quand même une expérience avant. Euh, mais mince, qu'est-ce qu'on disait? Et sur le fait de. J'avoue que j'étais parti sur les bonnes gueules, je voyais l'image de toi, freelance, bonne gueule, la création de contenu facile, et que c'est Oui, peut-être une erreur de voilà. vouloir percer sur les réseaux. En fait, la chose, c'est qu'il y a des. Alors, il y a une mécanique. Il y a des choses à comprendre. Et il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser non plus, qui sont vraiment en dehors de nous. Ce qu'on peut maîtriser, c'est de faire du contenu qui est impactant, qui est intéressant. Ça, c'est simple, c'est de faire une bonne accroche. Ouais, C'est primordial. c'est la base. Sur les réseaux sociaux, en tout cas sur Instagram, TikTok, les formats courts, il faut faire une accroche. On scrolle, voilà, si on se psychanalyse. En fait, pourquoi les gens resteraient sur ton contenu? Parce que tu es sympathique. Mais les gens n'en savent strictement rien de Ouais. ça. Et je veux dire, ils en ont rien à foutre. De prime abord. Ouais. Ils restent, après ils sont fidèles parce que tu as ta personnalité, Sympathique, etc. justement. Mais pour prendre dans ton filet pas mal de gens, il faut une bonne accroche. Et c'est pas forcément une accroche putaclic. Je veux dire, c'est pas forcément de la malhonnêteté Comment intellectuelle. faire 10 000 € en 3 mois? Exactement. Il y a des gens qui sont arrivés à ces extrémités-là, mais ça a ses limites. Et ça ne marche pas. Et c'est pas sincère. Et les gens, en fait, le savent. Ils te font confiance une vidéo, deux vidéos, au bout d'un moment, ils s'en vont. Si on veut garder les gens, il faut leur faire. Alors oui, il doit y avoir une promesse dans ton contenu, mais cette promesse, tu dois la délivrer. Donc l'accroche, c'est par exemple une promesse, mais qui n'est pas... Il n'y a pas besoin d'être dans l'outrance, il n'y a pas besoin d'être dans la surenchère pour avoir une accroche qui fonctionne. Et j'espère que je suis un exemple de ça. J'essaie en tout cas de jamais que ce soit vraiment quelque chose de putaclic. À chaque fois, je me dis, est-ce que c'est vrai là ce que je raconte? Est-ce que c'est vrai? Donc cette accroche, c'est mécanique, mais derrière, il y a toute la sincérité qu'on met dans ce qu'on fait. Est-ce que c'est vrai? Tu penses que c'est la question que les gens doivent se poser quand ils font de la création de contenu? Est-ce que c'est vrai pour eux? Est-ce que c'est vrai dans l'intention? Est-ce que c'est. Ouais, Ouais. je pense que oui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça a de la valeur? Est-ce que j'y Euh, crois? Est-ce que c'est quelque chose auquel je crois? Exactement, il faut être Ouais. sincère en fait. Il faut être sincère. Et moi, j'ai la chance aujourd'hui de travailler qu'avec des marques dans lesquelles je crois. Je crois dans les produits. Jamais une seule fois, j'ai dit un truc, je me suis dit, c'est pas vrai ça. Non. Donc bon, je travaille pas avec tout le monde du coup, Ouais. donc je vais pas faire exploser comme des influenceurs, etc. Mais c'est pas grave, c'est un choix. Donc la sincérité, ça c'est à la base de tout en fait. Et donc, simplement, si jamais vous voulez vous lancer en tant que créateur de contenu, est-ce que vraiment le sujet sur lequel vous voulez vous lancer, c'est un sujet d'opportunité? Vous vous êtes dit, je vois beaucoup d'influenceurs faire sur ce truc-là, moi j'ai plutôt une appétence là-dessus, ça doit fonctionner. Ou est-ce que c'est un truc
qui, quand vous allez vous coucher le soir, vous y pensez. Est-ce que c'est des trucs, vous avez même le matin, c'est dans les premières choses auxquelles vous pensez aussi? Est-ce que ça vous maintient justement suffisamment, comment dire, enthousiaste, et même éveillé le jour en fait? Est-ce que quand vous y pensez, voilà, vous avez envie d'en discuter pendant des heures, pendant un podcast, justement, est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose de sincère et de motivé par rien d'autre que simplement, oui, c'est mon goût personnel et j'adore parler de ça, quoi. Est-ce que tu penses que tous, à notre manière, on peut devenir créateur de contenu et réussir? Que là, t'es quasiment au début de ton aventure. Quand je dis quasiment au début, c'est que c'est un très bon début quand même. Oui, c'est bien. Là, comment dire? Si j'ai un peu de flair, normalement, ça devrait aller encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. On sera très content d'avoir eu Jordan quand il sera plus accessible. Et t'es quand même au début de quelque chose. Est-ce que chacun de... Parce que là, on pourrait croire que peut-être que t'es établi. Non, genre là, t'as un démarrage qui est intéressant, qui part bien. La création de contenu qui est hyper quali, story télé, t'as tous les codes, donc normalement ça marche bien, c'est parti pour faire des trucs hyper cool, et dans la mode. Mhm. Est-ce que tu penses que chacune des personnes devrait au moins essayer de faire la création de contenu? En fait, c'est toujours. Moi, je trouve que effectivement, tu le disais, les outils sont super simples. Ouais. Dans la vie de chacun, il y a matière à faire des choses. Moi, je trouve ça super enrichissant. Ça change aussi la perspective, ça change aussi la manière dont on voit la vie, dont on voit ce qui se passe, dont aussi, tu vois, quand on a un obstacle dans la vie, une épreuve négative. euh, Moi, je suis pas partisan comme justement des influenceurs, d'en faire du contenu systématiquement, parce que ça devient aussi, ça devient, Ou télé-réalité en fait, ça, donc, ouais. oui, ça devient vraiment plus du marketing, une stratégie de com que, là, encore une fois, c'est pas sincère. Je sais que dans les coulisses, on voit que certaines personnes, par exemple, disent à longueur de temps qu'elles sont malades, etc. Alors que c'est pas vrai, juste c'est de l'acting. Donc à ce moment-là, je pense que les gens viennent pas sur les plateformes pour ça, en fait. Les gens Mm. viennent sur les plateformes pour de la vérité, pour l'authenticité. Et il y en a, hein, ne croyez pas. Moi, je suis le premier à penser que ma vie est plate à mourir, hein, et je fais pas les choses extraordinaires de ma vie. Et effectivement, je vais pas dans des, je vais, enfin très peu quand on m'invite, mais je refuse assez souvent. Mais je vais pas dans des palaces où la vie champagne, jet set, c'est pas ma vie du tout. Mais il y a tellement de choses à montrer. En fait, on pense qu'il faut montrer l'extraordinaire, etc. Mais l'ordinaire, c'est ce qui intéresse même davantage les gens parce qu'on leur parle directement, parce qu'on leur parle d'eux quand on parle de nous, justement. C'est ça qu'il faut voir. Donc, faut que ce soit. C'est quand même quelque chose de difficile, hein, la création de contenu, parce que il faut être. C'est énormément de métiers en un. Ouais, je confirme, et c'est un des trucs dont tu peux absolument jamais te rendre compte tant que tu y es pas. Moi, j'étais invité un jour Ouais. pendant une semaine au Club Med. Moi, j'étais intervenant pour des entrepreneurs, blablabla, Ok. pour faire des petits trucs comme ça. Et en fait, le deal, c'était, bon, bah, t'es payé déjà pour y aller, mais tu vas faire une conf, tu vas faire des trucs comme ça, tu vas intervenir, des ateliers. Mais quand t'es là, il faut faire du contenu. Tu sais, Oui. tu te dis, bon, Club Med, on en faisait plusieurs, faut faire du contenu. Ah oui, c'est difficile. Ah, mais j'étais en mode genre, alors là, faut que je fasse des photos là. Là, faut que je fasse des photos, là, faut que je fasse des Tu te sens pas vidéos. légitime. Enfin, Bah, légitime et en dissonance en fait avec qui tu es, ce que exactement. tu. Et je me suis dit, et moi, j'étais pas un influenceur de le truc, j'étais une des personnes qui était greffée avec ces influenceurs créateurs de contenu qui devaient également faire quelques photos, quelques stories. J'avais aucune obligation particulière. Je me suis dit, oh, là, si je devais faire des reels, là, je suis dans la merde. Je le ferais Ouais, pas. ouais. Il y a toute une logique d'esprit, même une vision, tu vois, de où est-ce que tu te situes, qu'est-ce que tu dois prendre en photo, Non, mais comment c'est tu. l'enfer. Franchement, c'est pas évident du tout. Et ça, pour le coup, moi, je le fais pas. Ouais. C'est-à-dire que récemment, là, on m'a invité, c'est une marque de parfum, et vous avez ça sur mon Instagram. C'est Memo, j'en parle dans un podcast. Donc, c'est la marque Memo qui m'invite pour un événement à Paris. Un événement pour la promotion d'un parfum, Indian Leather, que je porte là d'ailleurs, mais c'est pas du tout. Vous allez voir que c'est pas de la pub pour eux spécialement, c'est que, bref, il y a de la sincérité derrière. Et en fait, au début, pour moi, je connaissais pas la marque. Il m'avait envoyé. Genre, avant d'y aller, je voulais qu'il m'envoie absolument un Discovery set, donc des échantillons pour que je teste, pour que je vois si ça vaut le coup. Parce que moi, j'y vais pas comme ça, pas à l'aveugle, c'est pas possible. Et c'est pas un événement rémunéré, hein, il me rémunère pas du tout. Moi, je viens de Bordeaux. Donc, et j'ai une vie de famille où je tiens à être présent tout le temps. Je veux pas être parti à droite à gauche tout le temps. Voilà, c'est maintenant que ça se passe avec ma fille qui a 3 ans. Enfin, il faut que je sois là, quoi.
Donc en gros, moi, quand je pars, quand on m'invite à Paris, ça me coûte. Alors, ça me coûte financièrement parce qu'il faut que je prenne le train. Si je dois dormir Forcément. à Paris, Ouais. ça me coûte aussi. Et ça me coûte aussi dans ma vie de famille. Ce qui est encore plus, le coût est encore plus élevé. Donc, j'y vais pas comme ça. Et en plus, moi, j'ai une vision aussi très particulière de la création de contenu. Je ne me vois pas du tout aller là-bas avec une coupe de champagne en disant, vas-y, filme-moi. Ouais, super, on est là sur un rooftop, etc. Mais ça intéresse qui ça? Qui c'est que ça intéresse de me voir avec une coupe de champagne en train de Je crois que siroter? ça intéresse beaucoup de gens quand même. Ouais, mais je suis pas sûr. En fait, je pense que ce qui intéresse les gens, c'est de voir. C'est sur ma niche, quoi. Ouais. Mais, euh, mais du coup, je leur ai dit ça. J'aurais dit, moi, je ne vais pas venir là-bas pour faire des stories. Soit vous m'invitez et enfin, je viens pour découvrir, mais je ne vais pas forcément faire du contenu. Vous n'allez pas forcément avoir une. Et j'en suis désolé, Ouais. mais voilà. Et sinon, en gros, je leur ai dit, mais moi, ça me coûte de l'argent de venir à Paris, etc. Donc là, ils m'ont dit, bon, on paye le train. Et je leur ai dit, mais moi, il faut que je dorme là-bas. Donc, moi, c'était pas du tout pour faire monter les enchères, en fait. Ouais. Bref. Et donc, ils me disent, donc, on te paye l'hôtel. Et comme ils avaient bien compris que moi, je faisais pas du contenu comme ça, et on débloque un budget pour que tu puisses faire une story, non pas sur l'événement, mais sur le parfum, si jamais tu considères que. Ouais, Voilà. que ça va avec ce que tu veux faire et ce que tu fais. Exactement. Ben là, je fais d'accord. Là, moi, ça me va parce que justement, je suis libre de pouvoir le faire. Il y a une personne qui valorise mon travail, qui met du budget en face. Et en fait, et je suis allé là-bas. J'ai été reçu. Enfin, c'est vraiment. C'est une marque qui a mis. C'était au musée Guimet. Et c'était donc la sortie du parfum Indian Leather, donc avec tout autour de l'univers de l'Inde. Et il y avait une exposition sur l'hindouisme, il y avait toutes sortes de statues, même des Khmers au Cambodge, etc. Et en fait, on a eu non seulement la présentation du produit avec toutes les notes, etc. C'était très intéressant, avec le nez qu'il avait fait. Mais autour, il y avait aussi une illustratrice qui s'inspirait de cet univers-là pour produire quelque chose de très beau en plus. Enfin, c'était chacun y allait de sa sincérité autour du produit. Et en plus, le parfum, je trouvais très intéressant, quoi. Donc tout ça a fait que j'aurais dit ok, bah, moi je vais faire une story et sur tout ça en fait. Et aussi sur là ce que je viens de vous dire, j'en ai parlé. Parce que moi ça a de la valeur de parler non seulement du produit, mais de la marque, de ce qu'elle véhicule. Enfin, dans le sens, est-ce qu'elle est sincère dans ce qu'elle fait, encore une fois? Mhm. Est-ce que vraiment elle va te lancer un produit parce qu'il faut lancer un produit? Alors souvent, moi je suis pas dupe, hein, dans des marques bien sûr, il y a une offre, il y a des trous à combler, etc. On se dit tiens, on va aller attaquer tel marché, voilà. Mais comment on le fait ensuite? Voilà, on le fait de manière sincère ou est-ce qu'on essaie de faire. Et dans le parfum, je sais qu'il y a des marges assez grandes, mais voilà, donc ça m'a touché et donc j'ai pu le faire. Et là, ils étaient très contents de ce que je leur ai fait. Et récemment, ils m'ont invité encore à un événement. Et de la même manière, Ok. ils m'ont dit j'ai pas de budget, on n'a pas de budget pour le faire. C'était un truc très alléchant hein, qui me proposait. Ça va être, c'est à Hackstatt, ça va être, il va y avoir comment Ouais, c'est un dire? beau moment, c'est Ouais, avec des belles personnes, entre guillemets, un beau concept. Ouais. exactement. Ouais. Mais dans le mail, moi, ce que j'ai dit à la personne du marketing, Tiffen, c'est que mais c'est pas moi. Moi, je peux pas aller là-bas et faire des stories. Regardez où je suis, c'est super. Machin. Non, non, non. En revanche, ce que je peux te proposer, ce que je lui ai dit, c'est que je te fais deux vidéos, par exemple, pour un budget que vous débloquez si vous voulez. Et sinon, tant pis, comptez pas sur moi. Mais je te fais deux vidéos avec, je vais montrer comment je prépare ma valise aussi, parce que mes Ouais. tenues, des tenues en condition. Et voilà. Et il faut que je tire forcément autour de ma niche, parce que c'est les gens viennent me voir pour ça. Donc je profite et en fait là je profite de ces conditions exceptionnelles pour justement en faire des vidéos exceptionnelles autour de ma niche. Est-ce que tu penses que... Parce qu'il y a quand même un truc qui se passe avec les... Là, on est vraiment dans la création de contenu, un peu la créateur économie pour le coup. Est-ce que tu penses que il y a quand même le monde actuellement, les marques sont en train d'essayer de récupérer le contrôle sur les créateurs de contenu, les influenceurs, parce qu'il y a eu des abus sur beaucoup de sujets. J'ai l'impression, en tout cas c'est mon point de vue, ça pourrait être intéressant qu'on discute de ça, mais j'ai l'impression que les créateurs de contenu perdent un peu de terrain sur Hmm, toute la liberté qu'ils avaient avant et que les marques arrivent en disant, écoutez les gars, on a tenté quand même beaucoup de choses, hmm. on a fait quand même beaucoup de choses, on vous a donné des budgets parfois qui étaient peut-être soit trop élevés, soit finalement pas assez parce qu'en fait on vous a perdu et que vous n'avez pas fait ce qu'on avait demandé de faire. Mhm.
Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un équilibre qui va se créer ou forcément les marques vont prendre le dessus sur les créateurs de contenu? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, le marché de l'habillement va pas super bien. Oui. Alors, quand t'es pas dans moi je bosse avec des gens dans le textile de manière globale, dans la mode, donc je connais, je sais. Ouais, Les gens ne se rendent pas forcément compte, je pense, de manière globale. ouais. Je te confirme que ça va pas bien du tout. Non, et en fait, moi je le vois aussi parce que, en fait, les marques qui rémunèrent le plus sont les grandes marques, etc. Précisément les marques avec lesquelles je ne travaille pas. Donc, en fait, tout ça pour te dire que moi, depuis que j'ai commencé en janvier plutôt, voilà, l'antériorité sur le sujet est très faible. Ok. Donc, j'ai du mal à pouvoir te dire ce qui se faisait avant. Après, effectivement, j'étais là, je regardais, je m'intéressais, j'étais dans le milieu quand même. Euh, je crois, oui, qu'il y a eu une espèce de, il y a eu une espèce d'âge d'or, enfin, c'est pas un âge d'or parce que c'était pas si positif que ça, je pense, mais où l'influence était en plein boom, où on donnait effectivement plein de budget à des influenceurs. Ensuite, il y a quelque chose de très bien qui a été fait, et je pense que c'est quoi, c'est l'année dernière, un truc comme ça. C'était Euh, réglementé. Ça a été réglementé. Ouais. Je crois que c'est Exactement. il y a 2 3 ans, la RPPP, je sais pas si t'as le certificat, mais moi je l'ai. Non, je sais même pas que. T'as un certificat. Alors je crois que je l'ai passé il y a 2 ans, si je me rappelle bien. Il y a Ok, 2 ans. En fait, tu passes un test ouais, qui t'explique comment faire pour faire de l'influence responsable. ok. Et donc là, tu passes un truc qui est pas si. Alors, c'est pas non plus. C'est pas comme ça, c'est pas un test QCM, savoir si t'es HPI sur un Ouais. site. Tu vois, genre, non, non, c'est à la fin, soit tu sais faire, soit tu sais pas faire. Et donc, t'as Ouais. potentiellement pas ton diplôme. Bon, tu peux Hmm. repasser en payant. Mais t'as une charte de comment ça fonctionne, qu'est-ce que tu as le droit de faire sur les réseaux, qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire, comment ça fonctionne. Je crois qu'il y a déjà 2 3 ans que ça existe, Ok, max. oui, oui, bah, sûrement du Ouais, coup, et c'est vrai que, en fait, avant, tu pouvais, faire ce que tu voulais. ouais, tu pouvais faire la promotion d'un produit, mais tu voyais nulle part sur l'écran, ou même, tu n'avais pas l'obligation de dire que tu touchais de Sur l'argent sur commercial. Ouais. le, donc non, c'était pas possible. Enfin, je veux dire, donc là, c'est une très bonne chose parce que ça, il y en a plus d'un qui se sont fait même épingler aussi parce qu'ils faisaient n'importe quoi. Enfin, je veux dire, là, c'est les influenceurs, c'est le mauvais côté de l'influence, et c'est vrai que ça entache un peu ce métier-là, qui est un très beau métier quand on le fait bien, je trouve, quand justement c'est empreint de sincérité et que justement on fait les choses bah, dans les règles, voilà, parce que ça nous pousse aussi. Moi, je sais que dès que je vais mettre justement cette petite mention collaboration rémunérée, euh, elle est visible, on ne peut pas la louper. Et je sais que je me dois de donner encore plus, tu vois, à mon utilisateur, parce qu'il sait que je gagne de l'argent. Mais bon, après, mais moi je trouve ça assez sain. Enfin, je veux dire, je fais pas ça pour. J'ai des factures à payer, j'ai des gens, ma fille à nourrir, etc. C'est mon métier, hein. Donc forcément, je dois gagner de l'argent. En revanche, quand c'est une collaboration rémunérée, il y a toujours une suspicion de justement d'insincérité ou de faire ça pour gagner de l'argent d'abord. Et donc c'est pour ça que moi je surenchéris un petit peu quand je fais ça. J'ai envie de leur donner même encore plus. Parce qu'il y a une sorte de gêne. En fait, vu qu'il y a Ouais, une sorte de transition un peu bizarre de avant je le faisais, mais je le disais pas. J'étais payé pour le faire. Maintenant, je dois le dire. Donc, ça veut dire qu'avant, j'étais payé. Il y a tout un truc. Là, on est dans un truc un peu bizarre. Les gens ont du mal à dire qu'ils sont rémunérés pour faire ce qu'ils sont en train de faire actuellement et que c'est pas un don. Genre, alors ouais, c'est pas un don oui au exactement. public, tu vois. Mais il y a une manière de faire ça. Encore une fois, c'est de faire et c'est très limitant, mais de faire que la promotion de produits auxquels on croit. De faire que la promotion de marques auxquelles on croit vraiment sincèrement. Alors, moi, je vais entrer dans les détails, parce que quand on voit mon style, je vais... bien sûr, la mode, le style, c'est une passion pour moi, donc c'est un chemin aussi personnel. Donc au début, on commence d'une certaine manière avec des marques qui sont un peu plus casual chic. Par exemple, je pense à Ast, à Bonne Gueule aussi, qui Ok. était aussi pas mal. Et puis après, en tout cas, c'est mon parcours, hein, ça change Ouais. d'un individu à l'autre. On évolue, etc. Et je vais vers des marques de plus en plus pointues parce que c'est une passion et que je veux pousser le curseur, etc. Et donc, on pourrait se dire, oui, mais parfois, parce que je parle de sincérité, etc., de produits qui me parlent. Et parfois, et je peux faire de la publicité pour Ast, par exemple, où les produits, c'est vrai, me parlent un peu moins, c'est un peu moins, et encore qu'il y a plein de produits que je mets tous les jours, et bref. Mais dans le style global, c'est moins ce que je porte, et je suis moins un ambassadeur de Ast, par exemple, que je peux l'être d'une marque comme Margaret Well ou des marques légèrement pointues, quoique toujours classiques. Mais
cette marque-là, notamment Ast, mais il y en a d'autres, elle a beaucoup de valeur pour la personne à laquelle je m'adresse. Parce qu'on n'est Ok. pas sur le même, on n'est pas partout sur le même chemin et on n'emprunte pas le même chemin stylistique. Et Bien elle sûr. a énormément de valeur, notamment en rapport qualité-prix, en style aussi, pour les personnes qui sont soit même, enfin, débutants, on va dire, si, à défaut d'autres termes, débutants, confirmés, ou avancés ou confirmés, parce qu'elle leur apporte, parce que c'est une marque qui se fout pas de la gueule de ses clients. Hmm. Parce que c'est une marque qui produit de manière éthique et responsable. Il y a toujours des efforts à faire partout. Parce que Dieu sait que dans les marques de mode, on est très très opaque. Parce que tout simplement, parfois, pour avoir vu les coulisses, tu sais, ton coton, tu sais qu'il est fait en Turquie ou je sais pas si c'est une bêtise pour ça, mais Nouvelle-Zélande, etc. C'est plutôt pour la laine, mais bref. Mais justement, c'est très opaque en fait, parce que l'industrie n'est pas habituée à dire exactement comment c'est fait, et on s'est rendu compte avec le scandale du coton ouïghour justement Mhm. que c'était très 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 opaque. Et bien justement, moi quand je fais la promotion de marques comme Ast, je dis à l'utilisateur et futur client, j'espère, de Ast, voilà, si ce style-là, et on peut faire plein de choses vraiment très poussées même en termes de style, vous plaît, allez-y les yeux fermés presque. Alors, dans mon contenu, moi, ce que je veux faire, c'est justement rendre autonome au maximum la personne. C'est pour ça que quand je dis les yeux fermés, c'est pas ce que je dis, mais je dis qu'ils peuvent faire confiance à cette marque, en tout cas jusqu'à à Ouais. date. Bah, toi, en tout cas, la recommandation, elle était à 1000%, était OK. Et dans ce qui a de la valeur pour toi, ça Ouais, check ouais, quoi. exactement, Ouais, c'est exactement. checké. Est-ce que dans la. Parce qu'on va, on commence un peu à parler ça, parce que création de contenu, je crois qu'on n'a jamais parlé aussi avec quelqu'un aussi techniquement des Ouais. collabs et tout, on a eu pas mal de gens sur le sujet. Euh, Là, aujourd'hui, ta création de contenu, elle est autour de la SAP, autour de la mode, autour de ta manière de la philosophie de comment faire pour s'habiller, bien s'habiller. Il y a plein de sujets que j'ai envie qu'on aborde ensemble. Mhm. Il y a déjà le sujet de la morphologie, je pense, Oui. sur lequel on peut aller tout de suite, parce qu'en fait, pas de morphologie, s'habiller, si on prend pas en considération cet élément-là déjà de base, alors ses goûts, sa morphologie, voilà, parce qu'on peut avoir des goûts et la morphologie pas adaptée, et on peut Ouais, ouais. avoir une morphologie adaptée et des mauvais goûts, euh, peut-être. Donc aujourd'hui, il y a quand même un point hyper important. Aujourd'hui, s'habiller, je pense qu'il y a un point commun quasiment qu'on a tous, c'est qu'on s'habille tous. C'est ce qui nous différencie même grandement des animaux, justement. Exactement, on s'habille avec des objectifs différents dans le fait de s'habiller, qui sont aussi intéressants. On s'habille pour pas avoir froid, on s'habille pour être beau, on s'habille pour... Est-ce que aujourd'hui, il y a un truc qu'on peut faire quand on débute dans quand on est novice, ou en tout cas quand on veut devenir meilleur dans le fait de savoir bien s'habiller, c'est un peu finalement un peu ce que tu prends quand je dis ça, je suis ok là-dessus. Ouais, Ouais, je ouais. me trompe pas. Non. Euh, c'est quoi les premiers trucs à faire quand on veut bien s'habiller par rapport à nos objectifs? En fait, il y a plusieurs points d'entrée. Il y a plusieurs. Il y a la position un peu du philosophe de se dire pourquoi, au fond, pourquoi je m'habille. Ouais. Donc là, on est nu dans sa chambre et on se dit finalement pourquoi je m'habille. Quel est vraiment le but du vêtement, etc. Le vêtement, il peut avoir plusieurs buts et encore une fois, et là je le dis, mais c'est bien sûr ok d'en avoir rien à foutre. Je veux dire, voilà, moi je trouve que c'est un sujet passionnant et je trouve que c'est super parce qu'on peut s'inventer énormément de personnages, de silhouettes, etc. Bref, c'est foisonnant et c'est ce qui nous différencie de l'animal. Et justement, je dis ça à dessein et du coup, autant en faire que ce soit le plus artistique possible, etc. Donc je trouve que c'est fantastique et que c'est pas futile du tout. Donc traîner en pyjama chez soi avec des chaussettes en laine, un jogging rose et un pull capuche, ça peut être... Bah oui, si ça nous rend heureux, moi j'y vois pas d'inconvénient. Ma chérie, voilà, je suis désolé, t'es validé, tu peux traîner comme ça dans la maison. Mais c'est vrai que souvent on m'a demandé, même dans mes Donc, potes, tu valides cette tenue? Mais en fait, moi, c'est pas une question auquel je réponds. Ça. Moi, je suis pas un tampon, je suis pas un label. Tu vois, il y a pas le bon goût et il y a le mauvais goût. Il y a juste, voilà, pourquoi on fait les choses. Et en fait, on peut aussi, on peut se dire, voilà, pour moi, les fringues, c'est simplement, comme tu disais, de se protéger du froid, avoir moins chaud l'été, etc. Et c'est totalement ok aussi. Donc là, mais il y a aussi une manière de faire. En tout cas, il y a une chose qui ne change pas, c'est ton corps, comment il est fait. Et il y a une autre chose qui ne change pas non plus, c'est que il y a des manières plus ou moins bonnes, quand même si j'aime pas les règles, de le mettre en valeur, ce corps. Encore une fois, on peut choisir de ne pas vouloir le mettre en valeur. On peut choisir de vouloir accentuer un ventre, ce qu'on perçoit comme des défauts.
c'est totalement, il y a pas de, on n'est pas obligé, il y a pas de, il y a pas il y a pas c'est pas la dictature du vêtement ou de la silhouette d'aller forcément se rallonger, etc. Il n'y a qu'une seule boussole, c'est comment vous sentez. Comment vous vous sentez et si vous êtes très bien. Moi, je vois beaucoup des hommes cinquantenaires souvent qui ont un slim et un peu de ventre. Tu l'avais, c'est la photo avec le chien là. Exactement. Elle est hyper parlante. Et c'est ça. Et en fait, et c'est sûr que je trouve que ça. Alors, paradoxalement, ça met en valeur le corps parce qu'on le voit, le corps, Ouais. il est là. Et en même temps, ça ne le met pas en valeur parce qu'en fait, je trouve que le vêtement, c'est une formidable chance de pouvoir redessiner les contours de sa silhouette. Voilà. On peut, voilà, on est avec un corps, et puis il change aussi au fur et à mesure du temps. Et tous les jours, avec le vêtement, on peut renaître d'une manière qu'on veut, qu'on choisit. Et c'est ça que je trouve formidable, c'est donner l'intention dans la manière dont on se présente. Encore une fois, on peut en avoir rien à foutre. Mais du coup, par exemple, je prends mon exemple parce que enfin, je vous donne la manière dont je ressens les choses et encore une fois, ça n'invalide pas ou valide pas ce que vous ressentez. Mais moi, je trouve que j'ai des jambes légèrement courtes. Je suis plus à l'aise quand j'ai un pantalon qui va chercher avec une taille un peu plus haute jusqu'à mon nombril D'accord. parce que visuellement, ça va allonger mes jambes. Quand j'ai un jean, le 501 de Levi's par exemple, dont tout le monde faisait croire que c'était un Eldorado stylistique, que chacun devait le porter, que ça allait à tout le monde. Je crois que c'est le jean qui faisait que normalement t'avais un bon bout le bébé. Bah ouais, C'est ça. mais avec le jean, il y a ça surtout. Ouais. Et ben moi, je le mets et j'en ai porté. Et avant de peut-être quelques mois, années même, avant de me rendre compte que non, ça m'allait pas vraiment. Je sentais une sorte de dissonance, mais la tendance, voilà, c'était la tendance là qui était plutôt le dictat et me disait mais si, vas-y, essaye. Et en fait non, maintenant je l'ai rangé au placard, ça ne me va pas. Moi, il me faut un pantalon qui va m'élancer un peu les jambes. Pas parce que c'est comme ça qu'il faut faire, parce que c'est comme ça que je me sens bien, Ok. notamment. C'est pareil, j'ai regardé mon corps et je sais que j'ai un cou un peu long, par exemple. Je mets des foulards parce que j'aime ça, mais aussi parce que visuellement, ça réduit un petit peu le cou. Je me sens Ok, mieux comme d'accord. ça. Je me posais la question des. En fait, avant de venir, j'étais en train de regarder ton content avant de venir ici et on discutait avec mon assistant sur Inter. Mais c'est vrai qu'il a tout le temps, t'as tout le temps un Mhm. foulard et c'est hyper. J'allais te poser la question, donc c'est bien, tu réponds à la question. Et c'est aussi, alors c'est pas qu'un point de vue morphologique, même moi, je suis assez à l'aise avec le fait de même d'avoir que mon cou paraisse long, etc. Je m'en fous en fait, c'est juste pour Ouais. moi. Enfin, et justement, pourquoi on s'habille? Est-ce qu'on s'habille pour le regard des autres? Est-ce qu'on s'habille pour entrer dans un groupe? Son propre. En fait, on peut lier le regard des autres, son propre regard, Ouais. ce qu'on veut aussi peut-être véhiculer. Ouais, Ouais. exactement. Ou justement, aucun de tout ça, mais simplement pour se protéger des éléments, etc. Donc ça évolue aussi à travers le temps. Au début, moi, je m'habillais aussi beaucoup parce que sûrement, je voulais plaire aux autres. Pas forcément pour draguer, peut-être plutôt par souci de sociabilisation, comment dire, je sais pas, D'acceptation. d'acceptation, Ouais, ouais. d'être accepté par le groupe. Ouais, parce que alors j'ai toujours été plutôt réservé, mais toujours eu plein de potes, très sociable. Mais pour autant, je pense que peut-être la manière de m'habiller. Non, je pense que c'était surtout en fait, c'est assez flou pour moi. Je sais pas si c'était pour faire partie du groupe, parce qu'en fait, on s'habillait. Alors, je pense que s'il y a eu une part de ça, en fait, il y a eu plein de choses. J'ai vécu dans un milieu, moi, enfin, issu d'une famille populaire, mais dans un milieu plutôt bourgeois. Et les codes, il y avait beaucoup de Ralph Lauren, beaucoup de mocassins que je porte maintenant beaucoup, etc. Beaucoup, ouais. C'est vrai que je suis allé un petit peu vers ça. Pour ensuite en revenir en me disant non attends mais Ouais. pourquoi tu fais ça en fait et parce qu'il y a toujours eu chez moi en tout cas en seconde lecture ou derrière un peu tapis dans l'ombre la vraie raison qui était que donc j'adore en fait changer d'apparence le côté un peu pas spectacle mais artistique Ouais. dans le vêtement donc on en revient toujours à pourquoi on s'habille en fait. L'objectif de base, s'il est pas clair, grosso modo, la conséquence, c'est d'être mal habillé, quoi C'est de qu'il se arrive. tromper, Ouais. d'être mal habillé. Mal habillé par rapport à. Même si l'intention, elle est bonne, si c'est juste mettre un truc qui est tendance, Ah qui oui. est. Donc là, c'est presque le pire des objectifs. En fait, non, parce qu'encore une fois, c'est un chemin. Et comme dans un chemin, comme dans tout voyage à pied par exemple, on va se prendre les pieds dans un rocher quand on n'a pas une pierre. Si vous faites de la rando, une pierre qui était là, et vous trébuchez, vous tombez même, mais vous vous relevez, vous apprenez quelque chose et vous continuez à vous relever, etc. Je pense vraiment il faut faire ces erreurs-là. Justement, dans le style, on a trop tendance à penser que le style, c'est une panoplie.
Ok, je vais. Moi, c'est ce que je pensais au début aussi. Ouais, qu'il y a les codes d'avoir le style. Ouais, ben, alors, au début, on peut penser que je mets un costume, donc égal stylé. Je mets une chemise noire, par exemple, donc égal stylé. Non, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, il y a des histoires de proportions qui entrent en jeu. Toutes les chemises noires, par exemple, ne se valent pas entre elles. Les costumes, c'est une question de coupe. Est-ce que la coupe te va, etc. Euh, et en fait, ça, on l'apprend en essayant. Et au début, on peut pas avoir tout ça comme ça, très très clair dans son esprit, parce qu'on ne sait pas ce qui nous va bien à nous. On a beau regarder notre corps, etc. Au début, il faut simplement mettre des vêtements sur soi pour savoir que c'était pas les bons vêtements. Et ça, c'est une des, comment dire, un des défauts de ce chemin stylistique, mais c'est qu'il faut dépenser de l'argent. Et il faut en perdre de l'argent, mine de rien, même si je parle pas de mettre des 100 et des 1000, mais ne serait-ce que d'acheter des choses, des pantalons pour 10 euros, 20 euros sur Vinted, eh ben, des pantalons qui ne nous vont pas, il faut le faire. Il y a pas de. Souvent, les gens restent un petit peu en marge de leur, euh, de leur vie, enfin de leur choix stylistique, en se disant ah, c'est quoi le bon choix stylistique? Souvent, quand on est débutant, en fait, tu vas le savoir, mais là, il faut que tu te Après avoir confrontes. essayé. Il faut que tu te Ouais. confrontes. Ouais. Il faut se lancer, quoi. Moi, il y a un truc, ma femme qui va regarder ce podcast, qui va même l'écouter attentivement. Alors, je l'ai pas mis aujourd'hui, je l'avais hier. J'ai des t-shirts blancs Uniqlo. J'aime bien moi, les trucs classiques, le blanc, noir, truc. Hop, tu mets une pièce par-dessus. Elle passe son temps à me dire que ces t-shirts ne me vont pas. Ah bon? Elle me dit, Mais non, franchement, ça te grossit, ça te va pas, c'est pas ce qu'il faut que tu mettes. Mets d'autres t-shirts. Alors que moi, quand je me regarde, je me dis, quand elle veut que je mette les autres t-shirts, c'est celui qu'elle ouais. me dit qui me va pas, que je trouve qui me va pas et dans lequel je suis. Qui a Ouais, ouais. raison? Genre, est-ce qu'on peut clore ce débat? Mais c'est toujours toi? Ah, ma chérie, écoute. Alors, moi, je l'ai pas vu je l'ai pas vu le t-shirt Je en peux le mettre question. juste après, je te le montrerai si tu veux. Mais en fait, je pense que c'est toujours soi et c'est toujours son ressenti parce qu'il y a un truc qui supplante tout le reste, c'est la manière dont on se sent dans les vêtements. Ok. Le confort, ça peut être quelque chose de destructeur dans une silhouette. Par exemple, si on va mettre du jogging informe, alors moi, je peux par ailleurs porter du jogging, etc. Il y a des manières de faire, je trouve, pour soi. Mais si vraiment l'abandon du style au profit du confort n'est pas bon, je trouve, et moi, je tire même un lien de conséquence entre la manière dont on s'habille et la manière dont on pense souvent. Ah, ok. Faire des efforts, je trouve aussi que faire un effort sur la manière de s'habiller, alors l'effort ça veut pas dire être en costume, ça veut pas dire être avec une cravate, etc. On peut faire des efforts de manière tout à fait décontractée, mais simplement mettre de l'intention. Ça nous oblige aussi à avoir de l'intention dans la manière dont on pense, dont on fait les choses, un peu le beau geste aussi, la manière dont on se comporte, je trouve. Euh, donc en fait, le confort, il peut être destructeur, mais le confort, c'est quelque chose, je pense, en tout cas pour moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au style et à mettre des vêtements, le confort, il était un peu de côté. Il y avait, euh, notamment sur les pantalons. Tu vois, je portais des pantalons qui m'allaient pas du tout. Un peu taille basse, un peu slim, enfin oui, Ouais. slim. Je trouvais ça pas confortable, mais c'est mon ressenti. Et en fait, au bout d'un moment, quand j'ai commencé à comprendre que c'était pas ce qui m'allait en termes de morphologie, j'ai changé un petit peu ça. Ça m'a apporté du confort. Et là, je me suis dit, oh, mais c'est pas mal ça. C'est pas mal finalement. Je savais pas que j'étais aussi inconfortable jusque-là. Et là, maintenant que j'ai goûté à ça, eh ben, j'ai cette notion-là. Donc, je me sens bien dans ces vêtements-là. Donc, le mieux, bien sûr, c'est quand le confort rencontre le style, en tout cas, qu'on renvoie une image de soi, qu'on trouve en plus plaisante et qu'on est confortable. Là, c'est combo. Si je fais une sorte de petit résumé, donc notre morphologie, on doit la prendre en considération. Donc, on doit s'accepter, se regarder, tester des trucs. Donc ça, c'est un peu le premier test. Et si je te coupe 2 secondes, c'est effectivement le but de tout ça, c'est pas de te dire oh j'ai des bras trop courts, oh j'ai des machins. Non non non, c'est de dire de toute façon son corps il va pas changer. Il peut changer, je veux dire en poids etc. Bien Mais sûr. dans les mensurations, ça change pas beaucoup et autant l'accepter à fond et de jouer avec, soit le mettre en valeur, même si c'est un défaut, soit de le déjouer, de le contrecarrer. Voilà. Ok. On va faire plus de tolérance avec soi-même. Ok. Donc c'est déjà de base ce truc-là. Et ensuite, selon le style dans lequel on veut aller, soit plus confortable, soit... En fait, là, à ce moment-là, pile à ce moment-là,
c'est un choix hyper personnel, en fait. Exactement. Ouais. Et je pense que là, on peut s'aider de la tendance. Ok. Parce que moi, la tendance, je suis pas de ceux qui vont dire que la tendance est complètement, qu'elle est inutile, qu'elle fait plus de mal qu'autre chose. Je trouve que justement, il faut l'utiliser. Au début, peut-être qu'on en est un peu victime, le terme fashion victime. On va aller vers une tendance, surtout quand on est un peu au lycée, etc., où voilà, on va puiser les tendances, mais il faut y aller à fond, hein. Moi, j'ai un regret aussi, c'est que quand j'étais ado, j'ai pas suffisamment, je suis pas allé à fond dans des styles, etc. J'étais un petit peu comme ça. Et donc, ça m'a empêché de faire des erreurs, ça m'a empêché de goûter à fond à la saveur de la tectonique, j'en sais rien. Ouais. Et je suis resté en marge. Bon, je me félicite quand même un peu aussi. Mais qui est une tendance, finalement, de Exactement. rester. Oui. J'allais aller là-dessus, de mixer les tendances. J'allais dire, est-ce qu'aujourd'hui, mixer les tendances, est-ce que c'est une bonne idée? Complètement. Après, Ouais. faut se faire confiance. Moi, justement, souvent, l'erreur qu'on fait, c'est de dire, je vais trouver mon style. Parce que mon style, Je suis c'est hardos, Brad est-ce Pitt, que je voilà. suis plus jogging ok. Exactement. Après streetwear, Streetwear, ouais. etc. Après, on a des affinités. Et moi, je trouve que c'est hyper rare. Enfin, en tant qu'individu, on est quand même tous assez complexes. On a un socle de valeurs qui est hyper changeant, enfin, par rapport d'une personne à l'autre. On a des références qui sont pas forcément les mêmes. Elles tendent à être les mêmes d'une génération à une autre, mais quand même, au sein de chaque génération, enfin, c'est infini, en fait. On est unique, pour le dire Ouais. simplement. J'ai du mal à croire que son propre goût personnel s'intègre à fond dans bah moi chez moi c'est le style rockabilly quoi. Ouais. J'ai du mal à le croire ça. Je veux dire, je pense que et c'est très cool de se dire de jouer le jeu de développer ce style rockabilly à fond et d'être dans cet univers là, etc. Moi je sais que moi ça me correspond pas. J'ai toujours une approche très généraliste. Je vais aller puiser à droite, à gauche, à fond parce que c'est là qui est mon goût, et que ce soit tendance ou pas. Donc je pense qu'au début, ça peut être une porte d'entrée selon l'âge un peu à laquelle on se situe, de justement jouer sur les tendances. Mais avec intention toujours en se disant c'est une tendance et je sais pourquoi elle est là et je sais pourquoi j'aime en fait ce vêtement-là. Sûrement que dans 5 ans, même voire moins, ça me plaira plus. Et après, quand on a un petit peu de bouteille, on s'est fait un petit peu un socle. Alors après, moi ça évolue tout le temps, hein. J'ai des choses, j'ai des obsessions vestimentaires, mais ça change. Enfin, Je pense que tout le monde a ça, ça reste, ouais. cette obsession. Moi, j'ai l'obsession des t-shirts blancs, unis, Ouais, Uniqlo, que je retrousse ici. ouais. Genre simple, efficace, tu vois. Il y a cette idée de l'uniforme aussi. J'ai été steward pendant quasiment 10 ans, donc moi j'ai un uniforme, donc j'ai adoré avoir un uniforme. Ouais, ouais, d'accord. Il y a des gens auxquels ça plaît beaucoup, ouais. Mais en fait, c'est hyper simple. Ouais, c'est Genre, clair. c'est trop bien. Il y a ta chemise, il y a ton truc, il y a ta cravate, il y a tout, boum, boum. T'as tes chaussures, terminé. Et Genre, tu pour vois. un entrepreneur, justement, ou même je crois que c'est Barack Obama qui parlait de ça, ou je sais plus, dans la Silicon Valley, ils ont en fait, souvent les grands CEO, ils ont une penderie avec, je sais pas, 20 fois la même tenue, quoi. Franchement, c'est trop bien. Je Des suis à te- 2 doigts de le faire, hein. Ouais, Franchement, je te jure, je suis à 2 doigts de le faire, ça des truc. tenues de même, quoi. Et Ouais. je m'habille en moi-même, en CEO, tous les matins, parce que c'est comme ça, parce que ça fait une décision de moins le matin. Et donc ça fait que je vais pouvoir consacrer beaucoup plus de temps aux décisions qui sont vraiment importantes. Moi, c'est pas Bon. ma manière Ouais. d'envisager les choses, mais je le comprends. Et si voilà, si on a trouvé finalement, peut-être que ce chemin-là, peut-être que pour certaines personnes, il se termine. Voilà. Ouais. Après, peut-être qu'il reprend, hein, mais peut-être qu'il se termine à un moment donné. Pour moi et pour pas mal de gens vraiment passionnés par le tissu, par vraiment en tant que tel, comment c'est fait, etc. Le tissu qui raconte une histoire, etc. Ça ne s'arrête jamais. C'est des manières différentes de voir les choses. Franchement, moi, le coup d'avoir été steward, j'en parlais tout à l'heure avant de venir, franchement, je pensais pas, en étant steward, que j'allais aimer autant Ouais, avoir un uniforme. Parce que je me suis dit, après ne plus être steward, parce que je ne suis plus steward aujourd'hui, oui. je me suis dit, putain, mais en fait, c'était quand même hyper cool. J'avais mon truc, je faisais hop, hop, Ouais, hop, ouais, hop, hop, tu regardes dans le miroir. En fait, ouais, ouais. t'es uniforme, quoi. Genre, tu rentres dans cette case. J'avoue que ça, si j'arrivais à le faire dans ma life, je pense que je serais content de réussir à le faire, tu vois. Ben, c'est vrai que c'est un vecteur de confiance énorme. Et la finalité, je trouve, de l'habillement, oui, de l'habillement, c'est justement de se donner confiance. Moi, c'était une recherche aussi que j'avais. J'avais assez peu confiance finalement, parce que je suis toujours dans le... Peut-être par rigueur intellectuelle, je me déteste en disant ça, mais que justement, je vais toujours avoir un doute. J'ai toujours douté, en fait. Je me demande si ce que je pense, c'est vraiment la manière de... Enfin, s'il y a une part de vérité, si oui, voilà, en quel pourcentage. En gros,
Je mets constamment les choses en doute, donc en fait, ça fait qu'on n'est jamais sûr de rien et pas de soi-même. Donc le vêtement a été un vecteur de confiance. Je sais que là-dessus, je maîtrise un petit peu mon environnement, ma manière de me présenter. Donc même si c'est pas un uniforme, et ça irait très bien dans ce cas de figure-là, et pour ce but-là, mais je sais que les éléments sur lesquels je joue, les éléments stylistiques, m'apportent de la confiance en moi, qui me permettent de faire toutes les choses très importantes de ma vie. En confiance en soi, est-ce que tu connais comment ça marche l'estime de soi ou pas? Alors, c'est un Pas sujet. vraiment, j'ai pas... Dans l'estime de soi, alors Ouais. c'est une manière de l'expliquer, il y en a plusieurs, mais il y en a l'estime de soi au global, c'est ce qu'on appelle la confiance en soi. La plupart des gens disent moi j'ai pas confiance en moi, mais en fait c'est j'ai pas une bonne estime de Ok, moi d'accord. constamment. Donc ça c'est ce que vulgairement les gens disent confiance, mais le vrai terme normalement un peu en psychologie c'est de l'estime de soi. Et dans l'estime de soi, il y a trois constantes qui sont là à chaque fois. Le premier c'est l'amour de soi. Donc, ce que tu disais, le fait d'accepter qui on est, comment on est, ce qu'on fonctionne, est-ce qu'on s'aime et à quel niveau entre 1 et 10 avec l'exercice Mhm, là, si vous voulez poser la question, à combien je m'aime par rapport, à combien je m'accepte, je mhm, m'apprécie entre 1 et 10. Il y a l'image de soi, donc mhm. c'est finalement c'est ce qu'on voit de soi et ce qu'on peut utiliser avec les vêtements, donc c'est l'image de soi. Et la confiance en soi, c'est ma capacité à me mettre en action. Oui. Et c'est les constantes de l'estime de soi. Bah, en fait, finalement, le fait de s'habiller, comment je me vois, comment je m'apprécie, comment je m'accepte, comment je me vois et comment j'ai envie que les autres me voient, pour ensuite me mettre en mouvement, ce qui fait que j'ai ensuite confiance en moi. Je sais pas si tu Si, connaissais ce si, si. truc-là. Non, non, Ah, non, ouais. non, pas ce découpage-là, mais ça touche tous ces éléments. Exactement. Et ça qui est hyper cool avec quand on maîtrise un peu les concepts un peu psychologiques en estime de soi, Hmm. c'est que tu vois tous les endroits où ça s'imbrique. Et pour le coup, dans la mode, on est en plein dedans. Sauf qu'il y a un item, c'est l'image de soi. L'image que nous, on a de soi Hmm, hmm, et hmm. qu'on veut refléter chez Ouais. les autres. Donc, on est en plein dedans. Quand tu disais les gens, c'est pour ça que je me dis, je vais revenir là-dessus. Il y a un autre truc, ça après les subpersonnalités, ça peut être cool qu'on en discute. Ouais. Euh, mais en fait, tu t'habilles comme tu penses. En fait, tu t'habilles comme tu te vois, en Hmm, fait. hmm. C'est ça qui est ouf. Exactement. Et après, tu as le ricochet du regard des autres sur toi, c'est-à-dire que Et les qui gens valide ensuite ou invalide. Ouais. perçoivent d'une certaine manière. Après, moi, sur le style, j'ai toujours entendu que j'avais un style très british, je savais pas ce que ça voulait dire. En fait, les gens ne savent pas, ils mettent des mots sur des trucs, etc. Mais vraiment, et c'est facile à dire, mais je trouve que voilà, le regard des autres, ça devrait pas être une raison valable de s'habiller. Euh, Et je peux dire t'embêter ou pas là-dessus? Bien sûr. Parce que s'il n'y a pas de regard des autres, Alors, oui. ah, C'est une question que j'ai posée justement ok. dans un de mes reels récemment. C'est posez-vous la question, s'il y avait personne pour vous voir, comment vous habilleriez? J'ai des gens qui me disent, bah moi je m'habillerais en armure de chevalier. Et je trouvais ça trop cool. Et il y en a d'autres qui me disent, bah moi je m'habillerais pas, nu, etc. Donc je fais tout en fait pour ça. Et c'est là que je trouve ça dommage. Encore une fois, c'est hyper valide, etc. Ouais. Je trouve ça dommage parce que je trouve on peut tirer une sorte on tire une puissance de la manière dont on est habillé. On tire une puissance des couleurs qu'on porte. On tire une puissance et donc dans nos actions. Après, s'il y a personne pour nous voir, ça veut dire qu'on est seul sur Terre et finalement nos actions sont assez limitées. Mais je veux dire, si la Terre était peuplée d'autant de personnes, mais qu'il y avait une sorte, mais tout le monde était aveugle en gros. Et ben, je trouve que pour moi, le vêtement est vraiment valable quand il agit pour toi et toi seul. Mais c'est pas le premier stade par lequel on passe. Et je dis ça en toute malhonnêteté, dans le sens où il peut m'arriver de modifier légèrement une tenue en fonction du contexte dans lequel je vais m'inscrire. Mais ce qui est normal. Ben, et en même temps, dans le monde idéal, non, j'aimerais bien pouvoir m'habiller en kilt pour aller n'importe où, tu vois. Enfin, pas T'aurais pu forcément venir en m'habiller en kilt. kilt, Franchement, ça aurait été je l'avais drôle. jamais J'aurais- porté, j'aurais- mais je revendique cette liberté-là. Et en même temps, je revendique aussi et déplore la perte de certains rituels vestimentaires. Si tu veux, maintenant, à un mariage, on peut s'habiller presque un peu comme on veut, et je trouve ça dommage. Ah ouais. Maintenant, à un Ah, c'est pas faux. opéra, on s'habille comme on veut, et je trouve ça dommage. Ok. Quand est-ce qu'on s'habille en fait? Quand est-ce qu'on a un rituel? Tu sais, même dans les tribus, par exemple, on va avoir certains rituels dans lesquels vraiment on a des tenues vraiment d'apparat qui marquent de manière visuelle à quel point ce jour-là est un jour exceptionnel.
Et encore une fois, je disais au début que c'était ce qui nous séparait aussi de l'animal. Et en fait, le vêtement est culturel. Et si on enlève tout ça, alors le vêtement est juste du confort. Et donc, on va traîner tous en jogging. Et du coup, on perd cette humanité par le vêtement. On perd Ok. cette culture-là. Parce que le vêtement, il va traduire ça de manière très visuelle, graphique et souvent, en fait, artistique. Donc ça, je sais bien qu'il y a plein de gens, ça leur passe au-dessus parce que juste ça les intéresse pas. Et je trouve ça hyper dommage parce que le vêtement, il est culturel et il dit des choses de qui on a été en tant que civilisation et bien sûr de qui on est à ce moment présent et de qui on va être. C'est un marqueur social et historique. Il y a un truc, faut obliger, il faut que je t'en parle. Ça s'appelle les subpersonnalités c'est en psychologie. C'est un truc que j'aime beaucoup faire avec des gens avec qui je bosse. Je vais pas trop sur ce sujet avec tout le monde parce que de toute façon, après ça devient un peu Matrix. Donc Mhm. allons dans Matrix un petit peu. Un truc qui s'appelle les subpersonnalités. Et en fait, chacune de ton identité fait partie d'une somme de subpersonnalités qui sont toi de manière générale. Exemple, moi aujourd'hui, je suis un papa, je suis un entrepreneur, je suis un mari, je suis un pote, je suis un mec qui fait des podcasts. Grosso merdo, aujourd'hui, si tu me demandes à peu près ce que je fais, dans la manière de me présenter, je vais être au moins, je vais être la somme de ces subpersonnalités au minimum général pour me présenter par rapport à ce qui a de la valeur pour moi. Sauf que dans chacune de ces subpersonnalités, elle a un objectif qui lui appartient. Quand je suis à l'école et que je cherchais mes enfants à l'école, je suis pas en train de faire un podcast, en train de discuter d'un truc. Je suis le papa de mes enfants. Je vais à l'école, je dis bonjour. Je suis le papa de Mhm. mes enfants. Bah, j'arrive, j'ai une posture, une manière de parler qui n'est pas celle qu'on pourrait avoir là maintenant tout de suite, un objectif. Donc, aussi, potentiellement, alors voilà, à l'école c'est un peu moins vrai, mais une posture et un objectif qui est totalement différent de là, je suis en podcast, faut que je sois habillé un peu correctement, faut que je change mes tenues, faut que. Donc en fait, chaque subpersonnalité a un objectif différent, a potentiellement des valeurs différentes dans ce qu'il voit, et forcément, dans la manière dont tu t'habilles et dans ce que tu es en train de faire, tu es entre guillemets presque obligé, c'est de switcher parmi tout ça. Et ce que je trouve un peu dommage, c'est le fait que, moi, de mon point de vue, c'est que les personnes se disent qu'en fait, je suis qu'une seule et unique personne, parce que je suis une seule et unique personne. Je dois agir, m'habiller, parler et être. Alors qu'en fait, c'est pas du tout vrai. Mhm. T'en es au minimum toutes les personnes qu'il y a dans ta tête qui se voient. Et l'habillement, je pense que c'est un peu ce côté un peu avatar, et on pourrait aller sur un truc un peu philosophique. Finalement, c'est de dire, hé, je suis quoi là? Je suis un. Est-ce que dans mes subpersonnalités, il y a le déglingos un peu foufou qui s'habille un peu comme il veut? Ouais, bah vas-y, je suis cette personne-là et je mets mon uniforme, tu vois. Et je sais pas si tu avais déjà entendu parler de ce truc-là, mais j'ai l'impression que Non. ça ressemble un peu à ça. Mais oui, complètement. Moi, je prends toujours l'amusement vestimentaire, en fait. En fait, on voit le vêtement comme une source d'angoisse, de contrainte. Mais je De veux jugement. switcher, de Ouais. jugement, je veux switcher ça en fait. Non, c'est des formidables opportunités de s'amuser en fait. Donc s'amuser avec la couleur, s'amuser. Alors on peut ne pas être à l'aise, mais justement, il faut jouer avec ses personnalités. Je trouve que c'est une connerie de dire, enfin s'exprimer avec le vêtement, oui, si on veut, mais enfin exprimer un jeu en tout cas, exprimer autre chose que le fait de s'habiller purement. Après, moi dans toutes ces personnalités que j'ai, je considère aussi que bah, en fait, quand je suis père, il y a aussi la somme de toutes les connaissances que j'ai acquises autour qui sont là en même temps que moi, et du coup, je suis pas la même manière d'être père que je ne serais si j'avais pas ces autres personnalités-là aussi. Après, pour parler du vêtement, moi j'ai effectivement une certaine liberté vestimentaire qui fait que je m'habille, grosso modo, là je me serais pas habillé différemment pour venir ici que pour une journée de télétravail en fait. Donc moi, et c'est marrant, ces personnalités qu'on a, en fait, ça me fait penser aussi au layering, aux couches, Ouais. superposition, etc. Donc oui, il y a, il y a énormément de ponts entre ce que tu dis et les vêtements aussi. Et aussi parce que, et c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment finalement, la racine de texte et de textile est exactement la même. C'est le même Ah, je savais mot, pas en du tout. fait. Ok. Et du coup, c'est toutes les histoires qu'on peut tirer du tissu, du vêtement, etc. Donc le vêtement est une histoire, le vêtement sert à raconter des histoires, et donc en fait, c'est aussi un lien avec la manière dont je fais du contenu. C'est que et quand je disais que c'était culturel, etc., c'est que le vêtement n'est pas qu'un vêtement, il raconte autre chose, et il est propice à en raconter d'autres, en fait. C'est un support, c'est une toile blanche.
qu'on va justement utiliser de manière qu'on veut pour raconter des histoires et donc raconter ses personnalités. Là, aujourd'hui, tu es dans un style, tu es la somme de plein de styles, tu es dans un style qui n'est, entre guillemets, de mon point de vue, pas mainstream ou commun. Le mec fait des trucs avec ses doigts. T'es dans un style qui n'est aujourd'hui pas hyper plébiscité. En tout cas, de mon point de vue. Ouais, On a ouais, droit ouais. Ah oui, oui, non, mais je le vois tous les jours sur Instagram. Ouais, ouais. Ok, on est sur quelque chose qui... En fait, ce qui est rigolo avec la mode, tu seras d'accord ou pas, c'est que c'est cyclique, les choses reviennent. J'ai l'impression qu'on revient à un style un peu plus lointain jusqu'à présent, dont tu le fais avec élégance et c'est hyper beau la manière dont tu le fais. Mais aujourd'hui, des gens qui s'habillent comme toi, il n'y en a pas quand même énormément. Non. Pourquoi tu... Pourquoi tu fais ça? Ouais, pourquoi tu t'habilles comme ça? En fait, ça part d'où? Pourquoi prendre ce pied-là? Alors, tu parlais tout à l'heure de faire un peu l'inverse de temps en temps, mais est-ce que c'est là-dessus qu'on est? En fait, ça vient simplement d'une passion sincère pour le vêtement et donc d'aller chercher en fait ce que le vêtement peut avoir, peut donner et que de s'habiller avec un chino slim et une chemise blanche, c'est très bien, mais on peut aller chercher d'autres choses. Alors après, moi, j'ai un contexte professionnel qui me permet une liberté folle. Ouais. Je sais bien que c'est pas le cas de tout le monde. En fait, moi, justement, ta question, en fait, elle est posée avec le regard des autres, en tout cas. Elle pose la Totalement. question du pourquoi on s'habille. Ouais. Et moi, justement, pourquoi je m'habille pour moi, je m'habille pour me faire kiffer. Pourquoi je mets un collier de perles de temps en temps, alors que c'est warning, tout le monde dit, enfin, tu vois très très peu d'hommes en porter, et c'est pas pour faire mon malin, tu vois. Ouais. C'est parce que j'explore des choses. Et j'explore justement la porosité entre les genres, tu vois. Il y a un truc, c'est que je crois que c'était à la Renaissance, on pouvait mettre, ou au Moyen-Âge, mettre du bleu aux filles et du rose aux garçons, en fait. Parce que le rose était plus, c'était plus flamboyant et on habillait les hommes comme ça. On n'a qu'à voir Louis XIV, bon, c'était un roi, Ouais. etc. Mais on était plus Perruque, dans maquillage, ce. collant, Ouais. talons, il y avait tout. Ouais. Et il y a qu'à voir les Maharajas aussi, qui Ouais. ont plein de bijoux, etc. Donc c'est culturel, ça, la manière dont on voit les choses. J'ai toujours du mal avec les gens qui disent ah non mais les colliers de perles c'est pas pour les hommes mais pourquoi mais pardon mais et donc du coup toi tu vas croire une espèce de norme comme ça qu'on dit collectivement tu vas la croire vraie mais elle est vraie selon quoi. Quel est le concept esthétique qui te dit qu'elle est vraie tu vois. Bah, ça fait plus féminin. Mais ça, c'est quelque chose qu'on t'a rabâché, une étiquette qu'on a collée sur ce truc. Et donc ça, j'ai horreur de ça. Et donc je questionne toujours. Donc ça vient là aussi de mon côté prépa littéraire, etc. Donc je questionne toujours. Donc ma manière de m'habiller est simplement mon chemin et mon périple qui... j'essaie toujours de me battre contre les connotations. Il n'y a rien de pire. Connotation donc du collier de perles, connotation des mocassins. Mocassins à pampilles ou à glands qu'on appelle, Mm. bon, c'est plutôt souvent des pampilles, qui est très connoté politiquement, qui est connoté socialement aussi. Je dirais que je ne suis aucune des deux connotations qu'on peut y voir. Pourtant, je les porte avec un plaisir fou. Et quand on m'enferme dans cette case-là, en fait, j'hausse les épaules et je me dis que c'est dommage parce que, en fait, les gens sont tellement, certaines personnes, sont tellement enclins à mettre une étiquette sur quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'embrasser ce qui n'est pas presque l'invisible ou l'indicible, c'est d'embrasser toutes les possibilités et de se dire non, j'ai pas la science infuse, ça, c'est pas forcément ça. Il faut regarder derrière, et on a tous des biais cognitifs, il faut essayer d'aller au-delà, et le vêtement, en fait, permet ça aussi. Et c'est vrai que je me heurte constamment, et sur Insta, et quand on fait de la création de contenu, il y a là le regard des autres qu'on prend en pleine gueule parce qu'il est aussi vocal ce regard. Ce sont des commentaires parfois Ouais. presque limite haineux. Et au début, ça peut être un petit peu. J'ai regardé, il y en a pas tant que ça. Et ils sont quand même hyper gentils, j'ai l'impression, les gens. Parce que visuellement, c'est hyper beau ce que tu fais. En fait, merci. Mais en fait, ça dépend aussi de si cette vidéo que je balance, elle reste un peu dans la sphère de mes abonnés, ou est-ce elle fonctionne très bien, et là, elle va toucher un public. Tu sais, Ah, ok, d'accord. tu sscrolls comme ça, et puis toi, tu sais, t'imagines, t'es pas vraiment intéressé par les fringues, même ça tu trouves ça futile, etc. Et il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là, et encore une fois, je respecte. Et donc tu vois un Gus qui arrive, qui te dit oui, non mais enfin, il te sort des théories, etc. Et puis il est là avec son foulard mi-vert, mi-jaune, avec des petits pois, Mm. qui pour moi est totalement, maintenant je l'ai tellement, enfin,
Pour moi, il n'y a aucune difficulté pour moi à le poser. Je le mets le Ouais. matin sans me dire, hein, qu'est-ce qu'on va penser. Je m'en contrefous. Mais pourtant, je sais que quand je débarque comme ça, je m'impose visuellement, selon le bon vouloir de l'algorithme, à une personne qui s'en fout. Ouais, ça peut avoir une réaction un peu épidermique en disant, mais pour qui tu te prends, le bobo. Ouais. Souvent, on me dit ça, alors que on te donne une étiquette tout de suite parce que, ah, je ne comprends pas. C'est pas le style que je vois là, c'est pas ce que je vois dans les magasins. Et effectivement, un style un peu comme le mien, une certaine exubérance, comme pourraient dire certains, ça se voit à Paris. Et ça se voit très peu, même dans les grandes villes de France. Ça se voit un peu à Marseille, à Lyon, peut-être un peu, mais encore, Ah c'est non, très, franchement, très. franchement c'est quasiment qu'à Paris. À Lyon, il y a des, je sais pas s'il y a, ouais, pareil à Paris, mais il y a beaucoup de gens qui sont habillés, qui commencent à s'habiller comme dans les mangas. Ah ouais? En Ouais. cosplay un peu? Ouais, il y en a quand même beaucoup, il y en a quand même pas mal. Ah ouais? Ouais, ouais, Je sais pas pas mal. du Ouais, tout. ouais. Alors peut-être que c'est moi qui tombe dessus à chaque fois, hein. Mais il y a pas mal. Mais le style un peu, dans ton style un peu, j'accepte le fait que de la manière dont je m'habille n'appartient qu'à moi et que le jugement extérieur, bon bah vu qu'on est à Paris, on voit quand même beaucoup de choses à Paris. Bon, c'est pas problématique. Je pense que c'est quand même beaucoup Paris. En tout cas, si on reste en France, c'est Ouais, ouais. Paris. Après, il y a Londres, New York, blablabla. Mais en tout cas, je pense que dans d'autres villes en France, il n'y a pas autant qu'à Paris. Je pense Non, en pas. tout cas, Bordeaux, je sais que. Enfin, je en vois un petit peu, ça dépend où on se promène, ça dépend des Ouais. quartiers, mais si, il y a des gens qui vont très loin et j'adore parce que je vais dire, les jeunes, enfin les gens de 20, avant 30 ans, on n'est pas vieux après, mais S'il te euh, plaît. portent, non, portent beaucoup de pantalons très amples, etc. Ils vont très loin et ça c'est un des bienfaits aussi, je trouve, de notamment TikTok qui va démocratiser. Et il y a alors, il y a des tendances. Avant, les tendances étaient beaucoup plus lentes. Maintenant, elles sont encore plus rapides. Il y a des micro-tendances hop, qui naissent et qui disparaissent, etc. Et ça, c'est un petit peu ça, c'est très futile et en même temps, ça donne des occasions de s'amuser, donc c'est pour ça que j'aime bien. Là où j'aime pas, c'est quand ça permet de vendre X exemplaires, des millions d'exemplaires de telles fringues qui vont pas reporter ensuite. Ça, évidemment, c'est hyper néfaste et c'est là où la mode, qui est la deuxième industrie la plus polluante du monde, là-dessus, faudrait faire quelque chose, je sais pas quoi, mais c'est là où ces micro-tendances sont néfastes. En tout cas, à titre personnel, je vois plein de choses, oui, à Bordeaux, des essais stylistiques, etc. Euh, mais en revanche, oui, quand on me voit sur le feed, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. Et en fait, ce que les marques vendent dans les grandes enseignes, c'est des choses qu'elles sont à peu près sûres de vendre aussi. C'est donc, elles Ce que vont les gens pas. veulent, quoi. Oui, c'est Finalement. ça. Ouais. Mais ce que les gens veulent, c'est paradoxalement ce qu'il y a dans les étalages aussi, parce que ça les rassure, parce que c'est ça que des designers, en tout cas ce qu'ils Mm. imaginent, ont mis au point pour eux, donc ça doit être bien. Il y a une espèce d'autorité de ces marques-là. Mais elles, si elles les vendent pas, elles vont arrêter. Si par exemple une marque grand public tente un produit un petit peu plus poussé, etc., mais que ça se vend pas, il va pas le refaire la saison prochaine. Ouais. Parce qu'en fait, c'est des gens, alors beaucoup, c'est un business, donc on veut que ça grandisse, etc. Donc c'est sûr que dès lors qu'on veut un petit peu aiguiser son œil, qu'on veut voir ce qu'il y a ailleurs, il faut sortir de ces enseignes-là. Il faut parce qu'on ne trouvera pas, on trouvera des choses qui sont dans la tendance, on trouvera des choses qui sont, mais on trouvera des choses qui vont servir des businessmen, qui vont servir la croissance d'une entreprise. On ne trouvera pas des choses qui vont servir vraiment notre style, nous et notre vision et le développement de notre goût. Ça, on va le trouver dans des toutes petites marques qu'on ne connaît pas avant de les connaître. Donc il faut les fouiller. Il faut fouiller à fond. C'est souvent des marques qui sont très chères. Ouais. Et ça, c'est prohibitif. Moi, je ne m'achète pas, j'ai pas les moyens de m'acheter ce que je vois. Et tous les jours, j'ai un poignard dans le cœur. Mais c'est extrêmement cher. Mais au moins, ça peut nous faire voir, on peut faire du lèche-vitrine digital. On peut voir ce qui peut se faire, des lookbooks, des manières qu'on ne voit jamais ailleurs, de faire les choses et de se dire, ok, peut-être que moi, parmi ça, j'ai aussi ma propre voix, peut-être que je peux imiter un petit peu ça aussi. Mais je pense vraiment qu'il faut s'éloigner de cette grande distribution-là. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu penses que ton style actuel, c'est quelque chose qui va exister ou revenir à la mode ou revenir au goût du jour? Alors, est-ce que tu penses et est-ce que t'aimerais que ça devienne ça? Moi, j'ai du mal à définir mon style. Ça ne se base pas sur quelque chose de vraiment palpable, de définissable. C'est pas. Alors, récemment, j'avais mon anniversaire en avril et mes potes m'ont fait une surprise et ils se sont habillés tous comme moi en fait. Comme ils percevaient justement Ah, ça devait être trop une marrant. tenue selon Jordan, selon Menswear Please. Et en fait, ils avaient, grosso modo, je suis un peu, ils avaient un foulard, ils avaient bon, une chemise ou un t-shirt, ils avaient des lunettes à verre teinté. Souvent, j'en ai. Bon, là, Ouais, ouais. je préfère quand on se parle comme ça ne pas en avoir.
mais j'en ai dans mon sac en venant, tu vois. Donc c'était ça. Alors ça, c'est peut-être la base du style. Mais ensuite, c'est des accessoires, ça beaucoup. Ensuite, tout peut changer. Il y a quand même. Je ne reviendrai jamais à du slim. Je peux plus porter du slim ou de l'ajuster. J'ai mis même des pantalons que j'avais pris, que j'avais achetés il y a quelques années, qui pour moi étaient très larges. Je les ai remis. J'ai dit, mais c'est quoi, c'est ajusté là, c'est du slim. Et pour moi, c'était épidermique. Ouais. Et je pense pas que ça, je pourrais pas y revenir. Mais j'ai aussi j'ai un problème avec le mot intemporel. Les marques veulent nous vendre des choses intemporelles. Ça, c'est intemporel, etc. Mais est-ce que, justement, on parlait de Louis XIV, est-ce que ils pensaient que les culottes, justement, étaient intemporelles? Ils pensaient que les espèces de colliers comme ça, de dentelle, c'était intemporel, ça? Sûrement qu'ils en avaient, ou les espèces de chaussures pointues, là, Ouais. comme on voit dans Les Visiteurs, notamment. Est-ce que ça, c'était intemporel? Peut-être qu'ils le croyaient fermement, mais non, en fait. Donc, je me garderai bien de dire que le costume sera là toujours. Je pense que on- je m'avance sur un truc, c'est que je pense que la fonction du costume, qui est d'avoir un ensemble haut-bas qui fonctionne et qui sert à bien se présenter dans la plupart des contextes sociaux, est amené à perdurer parce que ça a été le cas. De là à dire qu'il sera intemporel, je pense pas. De là à dire qu'il sera sous cette forme-là, non. Moi, je trouve, alors c'est peut-être parce que mon esprit a du mal à imaginer autre chose, tu vois, c'est là les limites de mon imagination, mais je trouve que c'est quand même un très beau vêtement, le costume au bas tel qu'il est fait, chez des marques comme Husbands par exemple, qui font des costumes magnifiques avec des inspirations années 70, mais qui, justement, eux, ils vont pas parler d'inspiration années 70, parce que pour eux, c'est un choix de designer, plus que d'époque, en fait. Euh, et aussi, il y a une autre, ça me fait penser à autre chose, contre lequel je me bats et contre lequel j'ai souvent des commentaires, c'est en fait une impression que, puisque on ne trouve plus telle coupe ou tel design de vêtements, que c'est révolu donc, alors ce qu'on fait maintenant c'est mieux. Qu'il y a une sorte de supériorité du nouveau sur l'ancien. Et ça va un peu à l'encontre de ce que je dis avant, et encore quoique. Mais je pense que... Et ça, c'est quelque chose qui est partagé par beaucoup de monde. De voir que maintenant, bah, comme on ne porte plus ça, c'est que Ça n'a finalement, plus raison c'est d'exister. ringard. Ouais. Et le mot ringard, pour moi, il n'a pas de sens en vêtements. Il n'y a que des beaux vêtements et des vêtements, ou des vêtements qui sont au beau design et des vêtements qui ne sont pas réussis. Et ces histoires d'époque, bah, là c'est la mode de le porter plus comme ça, etc. Ce sont des micros ajustements qui font que ton style va s'inscrire dans l'époque, mais c'est pas pour autant pour ça que le vêtement est à jeter en entier. Il faut prendre des choses par-ci par-là, et il y a des choses extraordinaires qui ont été faites par le passé, et de toute façon, les gens qui pensent que justement ils Oui, s'habillent oui, j'allais te poser la question juste après. Donc, voilà, c'est qu'ils méconnaissent exactement bah, tout ce passé-là. Hmm. C'est comme on parle de... quand je mets une veste de travail et on me dit, ah, parce que j'ai une image de bobo parisien, on sait pas ce que ça veut dire, mais Hmm. bref, que je mets une veste de travail, donc souvent, et donc c'est un irrespect pour la classe ouvrière, parce que c'est un vêtement de travail, etc. Machin. Ils savent pas d'où je viens, ces gens-là, mais bref. Et en fait, souvent, ce que je leur dis, c'est, mais vous savez ce que vous avez sur les fesses, c'est un jean. Je crois que le jean, il vient d'où? Que tout le monde porte, cadre, ouvrier, tout le Hmm. monde. C'est justement un vêtement de travail, c'est un vêtement ouvrier, c'est un vêtement pour les tâches manuelles, agricoles, de chercheurs d'or même, Ouais, j'adore. mettre les mains dans le cambouis, quoi. C'est ça que ça veut dire. Pourquoi ça nous empêcherait de pouvoir nous amuser avec, de rendre hommage justement à tout ça et d'aller puiser, puisque nos codes se sont un petit peu détendus, maintenant on met plus de costumes comme on mettait avant, pourquoi on va pas puiser dans ce vestiaire-là, workwear, pour s'amuser un petit peu et rendre hommage et faire perdurer le truc? Non, puisqu'on est justement, on travaille pas de ses mains, on doit faire mourir ce vêtement-là. Mais ça n'a aucun sens. Est-ce que les modes sont véritablement cycliques? Oui, elles sont cycliques. Alors après, je sais pas quel genre de cycle. C'est des cycles un petit peu bizarroïdes. Souvent, on a un microcosme dans les milieux vraiment qui se nourrissent de mode et qui baignent dans la mode, qui vont se mettre à porter un truc. Ça devient pendant X temps. Et ça devient ensuite, et c'est détesté par la majorité qui peuvent le voir dans la rue, etc. On pense au Birkenstock, par exemple, qui est les Boston, là, les sabots. C'était le cas. Donc, par les initiés, ils commencent à porter ça. Et puis ensuite, ça gagne du terrain parce qu'en fait, ces initiés
ça passe des cercles en fait. Ouais. Et au bout d'un moment, ça arrive à un certain cercle qui arrive à le rendre plus visible encore, à en faire du contenu sur Internet, on en voit simplement de plus en plus. Et moi, au début, je l'ai trouvé moche, ces sabots-là, notamment. Et au bout d'un moment, quand ça fait un moment, on s'habitue. Et donc, c'est le cycle qui est en place, là. On s'habitue jusqu'à se demander, finalement, est-ce que je les achèterais pas, ces sabots que je trouvais Finalement, moches. c'est pas mal. Voilà. Mais ça, il faut faire attention. Enfin, encore une fois, on peut jouer avec. Et c'est OK. Moi, ce que j'essaie de me psychanalyser en me disant, voilà, est-ce que vraiment c'est juste quand le cycle sera passé, justement, est-ce que j'aurais envie de les porter encore, ou est-ce que c'est juste parce qu'il y a un emballement et que tout le monde, et c'est que la Ouais. tendance, et que voilà. Je les ai achetés pour le coup et je les mets toujours. Ça veut pas dire ah, j'avais raison, etc. Mm. Mais du coup, c'est un cycle. Alors là, ça perdure encore. Il y a des cycles plus ou moins longs. Mais ensuite, on va le voir de moins en moins parce qu'on en Bien a marre, sûr. en fait. Ouais. On a envie de renouveau constamment. Donc, c'est pareil pour les coupes, hein. J'ai bien conscience que là, le pantalon que je porte, qu'on voit pas forcément, mais il a une ouverture de jambe en bas qui est peut-être de 24 cm, 25 peut-être. Ok. C'est colossal. Les vêtements sur le marché actuel, c'est peut-être 17. En tout cas, enfin, pour Ouais. la même taille que moi, c'est 17. Donc, on n'est pas à 10 cm de. Mais c'est énorme, bref. Et cette surampleur, je sais bien que peut-être que dans quelques temps, je vais vouloir réduire un petit peu, encore que là, je suis arrivé à un point où je suis tellement sûr de mes goûts et de mes dégoûts. Alors après, faut pas se croire justement immunisé contre ça. Sûrement que j'arriverai à des. Mais tu Ça va vas varier, évoluer mais. aussi, genre Ouais, ta morphologie va aussi peut-être changer. c'est vrai. Mais c'est vrai aussi qu'avec l'ampleur, j'ai une certitude maintenant, c'est que je trouve que les vêtements sont plus beaux quand on observe un certain espace entre le tissu et sa peau. Les Japonais ont une philosophie pour ça s'appelle le ma. Et Ok. c'est cet air qui permet justement aux vêtements de vivre et de se comporter. Parce que dès lors qu'il est collé à la peau, alors le vêtement Oui. est à peau et il n'y a plus de différence et on ne raconte rien, encore une fois, avec un vêtement qui est collé. Or, on raconte quelque chose avec un vêtement qui est plus loin. Il y a un drapé, il y a une histoire et franchement, même si on me demande de définir qu'est-ce que c'est l'allure, je pense que ça tient à ça, tu vois. Ok. Donc moi, j'ai un truc avec les cycles que j'ai compris petit. Alors ça se trouve, tu vas me dire que je me suis complètement planté en disant, mais quand j'étais petit, je me rappelle au collège, il y avait les Clarks qui sont revenus à Oui, la oui. mode. Ah oui, ah oui, au collège déjà, ouais. Oui, bah ça revient. Donc je suis un peu plus vieux que toi. Ouais. De pas beaucoup, hein. Mais les Clarks reviennent. Et je fais, waouh, tiens, des nouvelles chaussures. Et là, je me rappelle, on me dit, non, mais tu sais que ces chaussures, elles existent déjà quand moi, j'étais jeune. Ouais. Quelqu'un me dit ça, je suis en mode, quoi? Et là, j'ai un tilt et je me dis, putain, mais en fait, tous les articles reviennent les uns après les autres, reviennent, en fait, un article qui était dans un contexte précis mis en avant, bah là, j'ai l'impression que j'ai l'impression que c'est ce qui est en train d'arriver avec toi. Pour être totalement transparent, je me dis, putain, en fait, le style je suis désolé quand je vais dire ça, tu vas me détester. Le style de nos grands-parents, de nos Oui, grands-parents. non, si, 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 mais y a pas de. Ouais. Le style de nos grands-parents, Ouais. avec quelqu'un comme toi, qui se donne l'opportunité de pas rentrer dans moi je suis hyper classique, dans le truc classique, d'aller expérimenter ce qu'il y avait 30, 40 ans en arrière, qui est en train d'arriver. Bah, en fait, finalement, tu es en train de, peut-être sans le savoir, ou en tout cas avec cette intention, de revenir à cette nouvelle tendance et de remettre des trucs au goût du jour qui aujourd'hui sont complètement obsolètes. Et je me rappelle quand j'étais petit de me dire, ah, et j'ai eu mon petit truc de business à l'époque, je me suis dit, donc en fait, si j'achète des Clarks maintenant, et que j'attends autant de temps, et que je les vends derrière, dans 20 ans, je peux devenir millionnaire en vendant des Clarks. Donc, je voulais savoir si toi, il y a cette nuance-là, ces cycles-là sont... Est-ce que tous les vêtements vont avoir leur cycle? Oui, je pense totalement. Oui, alors il y a des vêtements qui changent pas, hein, qui n'ont pas de cycle, des vêtements les plus basiques, Ouais. les t-shirts à remplacer la chemise. Là, donc ça, c'est des choses qui. Mais il y aura un type précis de t-shirt qui va faire des cercles et cycles. T-shirt de concert de rock, de groupe de rock, par Ouais. exemple. Ça, il y avait une grosse tendance là, mais c'est une tendance. Si, c'est une tendance que j'ai vue, je crois, Stradivarius, il me semble, qui ont commencé à pousser ça, alors qu'avant, c'était vraiment une micro tendance, etc. Donc ça, hop, ça va partir, ça va revenir. Certains types de chemises, les chemisettes aussi. Quoique, je trouve elles sont là un petit peu toujours. Maintenant, avant, c'était ringard, on pensait que Ouais. c'était ringard. Maintenant, on a commencé un peu plus à l'accepter. Peut-être qu'on en verra moins.
Je pense que, en tout cas, les basiques sont faits pour rester, en tout cas, ne pas être en cycle. Mais les vêtements plus particuliers, avec un design plus affirmé, eux, oui, ils reviennent. Et les pantacourts, en fait, chose que je pensais ne jamais voir vraiment, au premier degré, être stylé, quoi. Ouais. Ben, je vois des gens en porter. Sur Instagram, notamment, il y a Batmaï qui en porte. Alors, il les porte très amples, très longs. Donc c'est pas le pantacourt qu'on a l'habitude de voir sur Bah nos ouais. oncles, qui est vraiment sportif, avec le petit cordon au mollet, etc. Ouais. Celui-ci, je ne le vois pas être à la mode. Enfin, mais Ouais, peut-être. Franchement, peut-être. ouais, tout revient. Si demain, ta manière de t'habiller devient hyper mainstream, tu continues à t'habiller comme ça? En fait, c'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. Peut-être un manque c'est un peu de la prétention de dire ça. En fait, ma manière de m'habiller, elle n'est pas simplement liée à... Déjà, elle est assez changeante, elle est, comme je disais tout à l'heure. Euh, et, euh, et en fait, là, je vois déjà que, par exemple, les bandanas, ils reviennent beaucoup, ils sont là, etc. Pour autant, ça ne me fait pas les enlever. Parce que moi, encore une fois, je ne m'habille pas pour être original. Je ne m'habille pas pour oui, à tout prix briller ou se dire ah ce gars-là il est complètement différent des autres. Non, je m'en fous, je m'habille pour moi et je m'habille pour le plaisir que ça me provoque. Et aussi pour donc d'aller tester les choses et d'aller trouver des tissus un peu cool, voilà. Et moi en fait justement ce que je veux voir l'épanouissement de chacun et naître et grandir encore plus fort. Et si c'est s'habiller pratiquement comme moi, mais c'est super, enfin, je veux dire, peu importe. Et de toute façon, encore une fois, c'est un chemin, donc même si les gens, s'il y a une congruence, au bout d'un moment, après, ça part, chacun fait son chemin aussi. Donc c'est super, moi, justement, la raison pour laquelle je me mets en avant aussi, c'est de se dire, bah, parce que j'ai que moi, sous la main quoi, mais aussi je me dis bah allez-y piochez des trucs sur moi et essayez sur vous et ça peut fonctionner comme ne pas fonctionner et après j'ai pas un copyright sur la manière dont je m'habille. Je suis même pas original par rapport à plein de personnes en fait. Moi aussi je m'inspire de gens que je copie des gens sûrement, parfois sans le savoir, parfois consciemment en disant ah ça j'avais jamais pensé, je vais le faire. Et je serais bien. Je serais pas dans le bon. En fait, je ferais pas les choses aussi sincèrement si jamais je devais piquer un phare dès qu'on s'habillait un peu comme moi. Quoi. Moi, tout le but, c'est pas qu'on s'habille comme moi, mais c'est que voilà, chacun développe un goût. Et si le goût a des choses en commun avec moi, tant mieux en gros, parce que moi je trouve que comme c'est mon goût, je trouve que c'est ça qu'il faut faire, même si c'est pas vrai dans l'absolu. Mais c'est ce que je préfère, disons. Est-ce que tu te vois, toi, créer des collections et C'est une question qui est défiler défilé, non. Moi, c'est pas la mode podium, c'est de la mode. ou toi, tu ferais des collections où les gens vont défiler avec tes vêtements? C'est-à-dire, C'est-à-dire que tu vas un peu comme Jean-Paul Gaultier. je suis pas du tout Euh, j'ai pas du tout ni la prétention, ni les compétences pour le faire. ok. J'ai des compétences, mais pas celle-ci. Donc ça, pas de problème. Créer une marque, je trouve que c'est très égoïste. Je vais nuancer ça, mais c'est très égoïste dans un moment où justement bah, la mode est la deuxième industrie la plus polluante du monde. Est-ce qu'on a besoin de la vision d'un énième Gus qui sort de sa Charente ou d'autres, etc., qui va dire bah non, mais moi, encore une fois, comme tous les trucs, on trouvait pas le vêtement qu'on voulait faire, la chemise parfaite, alors on l'a faite. Ben, si vous l'avez pas trouvé, c'est que vous n'avez pas cherché beaucoup, parce que franchement, il y a plein de choses qui se font, etc. Voilà. Donc je trouve que c'est très égoïste et que je trouve qu'on n'a pas besoin de produire encore plus de vêtements. Les vêtements, on les entasse dans le désert du Chili, de l'Atacama, il y en a plein. On les vend dans les pays d'Afrique qui ne savent plus quoi en faire. Il y a tristement célèbre îlot justement de déchets Ouais. qui est composé de vêtements, qui naviguent, on ne sait pas où, etc. On n'a pas besoin de plus de vêtements, on n'a pas besoin de la vision de Jordan Morin sur une silhouette qui va vous vendre une énième chemise. Euh, En revanche, c'est quelque chose que j'adorerais faire d'un point de vue égoïste justement. J'adorerais pouvoir m'y essayer, pas pour dire ma vision elle est super cool, vous devriez tous vous habiller en Jordan, mais j'aimerais bien m'y frotter, me dire tiens ça ressemblerait à quoi une silhouette si jamais je devais la sortir de mon esprit avec mon socle référentiel, qu'est-ce que ça donnerait quoi. Euh, je pense qu'il y a un moyen pour moi de le faire sans être complètement égoïste justement, c'est de faire de la co-création avec des marques.
Donc, de passer par des marques qui sont déjà établies, qui existent déjà, et d'aller travailler avec elles sur des designs sur lesquels elles n'ont pas l'habitude de faire. Et donc, moi, d'aller pouvoir donner à ma communauté, mes abonnés, la possibilité de s'acheter des trucs un peu signés Jordan, en gros. Mais c'est pas ça, c'est Oui, juste. oui, c'est ce que tu veux dire. Et donc ça, c'est une manière de le faire, voilà, sans trop impacter justement l'environnement. Bien sûr, moi, j'aurais toujours à cœur de faire les vêtements les plus éthiques possibles. Et les vêtements, si je fais ça, Et de collaborer avec les marques aussi également. Ouais. exactement, on va pas aller chercher du polyester, on va pas faire en polyester, chercher à l'autre bout du monde, etc. Je veux fabriquer le plus localement possible, parce que c'est la seule manière raisonnable de faire en fait. Si vraiment on pense pas qu'à soi et si on pense à voilà, notre interconnexion avec le monde et même aux autres, c'est la seule manière de faire. Donc ce serait comme ça. Après, je dis ça, mais je m'interdis pas de faire une marque plus tard. Mais une marque, c'est beaucoup d'administratif, c'est beaucoup de temps. Ensuite, ça te bouffe complètement. Les stocks. Gestion Ouais. des stocks Mais justement, voilà, ce financiers. serait Ouais. de pas faire de stock, de pouvoir. Mais si on fait de la précommande, ça veut dire qu'on peut pas être libre créativement. En fait, on peut pas faire développer des tissus et faire de la précommande aussi. On peut pas être aussi créatif que je voudrais l'être. Donc moi, ce qui m'intéresserait, il y a des marques qui font ça très bien. Il y a une marque qui s'appelle SEH Kelly. C'est une marque qui est anglaise, qui fait en très petite quantité, qui fait des vêtements avec une vision très marquée, pourtant assez classique. Il n'y a pas de compromis sur la qualité, enfin toujours un petit peu parce que tu veux pas dépasser un certain seuil un positionnement prix, mais c'est des vêtements qui sont chers, hein, mais qui s'adressent qui a un positionnement, voilà, qui s'adresse à des personnes, à des personas qui sont de niche en fait, qui sont peu nombreux. Alors je sais pas combien c'est, mais il fait ça. Il a une petite équipe. Il n'a pas vocation à ce que ça dépasse Oui, c'est 10 du. personnes. Ouais. Il les fait C'est du vivre. premium, quoi. Même plus que du premium, c'est du haut de gamme, là, pour le coup. Ouais. Oui, c'est du haut de gamme. Oui, oui, ah, oui, oui, c'est du haut de gamme. Mais on a une très bonne qualité de fabrication. Il fait vivre une équipe de 10 personnes, un truc comme ça, c'est ce que je dirais à peu près, peut-être même moins. Et il fournit à des clients spécifiques qui sont contents et qui rachètent, qui sont fidèles, etc. Je trouve que ça, c'est super vertueux quand Ouais, même. j'avoue. Et moi, ce serait mon idée de développer une marque. Ce serait pas de dire, on va faire des coups, on va s'enrichir, on va. Ouais, y a plus trop de place pour ce monde-là, je trouve. Enfin, moi, ça me fait pas. Je sais pas, c'est encore sexy ça. Je sais pas. Moi, ça me fait plus kiffer. Non, non, je te rassure, il y a des gens qui trouvent ça sexy. Ouais, ouais, mais je peux comprendre. Mais voilà, donc j'espère. Et je pense vraiment que ça fait partie des valeurs pour lesquelles je. Voilà, ça, c'est une valeur centrale que je. Bah, par exemple. Tu vois là, dans la création de contenu, j'ai refusé certaines marques qui me proposaient, qui des marques que je citerai pas là, mais qui sont assez connues, mais qui produisent de manière, oui, non éthique, alors qu'elles pourraient très bien le faire, voilà, et qui me proposaient des choses juteuses, Ouais. hein, il n'y avait pas de problème. Bah, j'ai dit non à ces marques-là, parce que non, je me suis dit, non, mais peux pas me regarder dans le miroir, en fait. Et ensuite, les gens qui me suivent, en fait, ils me suivent pour ça aussi, pour ces valeurs-là. Donc, je me suis dit, et c'est difficile, Ouais. mais pour autant, mais pas tant que ça. Voilà, c'est des valeurs, mes valeurs cardinales. En tout cas, c'en est une là, c'est de savoir pourquoi on fait les choses. Et donc, si je fais une marque là, ce sera toujours en résonance avec ça. Si je fais du contenu, c'est toujours en résonance avec ça. Donc, on verra ce que demain nous apporte comme challenge. On va observer ça, on va suivre tout ça, et ça Oui, se trouve, plaisir. il y aura une alternative. On s'approche de la fin. Oui. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé que tu aurais aimé qu'on aborde là? Écoute, non, dans la création de contenu, tout ça, j'ai pu, je pense, apporter une sorte aussi de contre-pied à ce qu'on Ouais. peut, parce que c'est vraiment ce que je ressens et le côté influence négatif, le côté négatif de l'influence ressort beaucoup plus généralement, et je pense que c'est un formidable métier, qu'il y a des manières de faire, en apportant de la valeur, en soi-même étant épanoui, en apprenant des choses, en rencontrant plein de gens. C'est le cas pour nous aujourd'hui, Roger, Mm. et c'est un plaisir. Et donc ça, je pense que je l'ai bien fait. Donc dans toute cette partie-là, on a brossé un peu les sujets, je pense. Eh bien, je vais te donner une citation qui, en tout cas, ressemble. J'en ai deux à chaque fois je dis les deux, donc ça se trouve, je vais en dire qu'une seule ou deux, on verra bien. C'est parti. Et tu vas me dire ce que t'en penses, et on va peut-être débattre dessus. Tu me Ok. dis si t'es d'accord, pas d'accord, et on voit on voit ce qu'il en est. Shoot me. La mode n'est pas simplement une question de vêtements, c'est un langage universel, un moyen d'exprimer qui nous sommes, nos valeurs et nos histoires. Chaque choix vestimentaire raconte une part de notre identité et notre état d'esprit. Ce n'est pas futile ni superficiel, mais un miroir de notre personnalité, de nos goûts et de nos convictions.
inspiré de Marc Jacobs. Je suis partiellement d'accord avec ça, dans le côté ce n'est pas futile et s'y intéresser, c'est aussi y mettre des valeurs et je pense que on en a parlé pas mal dans ce podcast. Je trouve qu'il ne faut pas trop mettre l'accent sur le vêtement est un vecteur de personnalité ou de valeur. Dans le sens où, en fait, on peut se méprendre. Moi, quelles sont mes valeurs quand tu me vois, finalement justement, tu peux te dire, tu peux confondre valeurs et connotations. Tu vois, mes mocassins, tu te dis, sûrement, c'est une personne qui vote plutôt à droite, ou c'est une personne qui vient d'un milieu bourgeois, par exemple. Encore une fois, je dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Je dis que c'est une valeur qu'on peut mettre, ou une connotation qu'on peut mettre sur moi. Le côté classique, le côté... les valeurs, je trouve que c'est donner trop d'importance, aller trop loin sur ce que le vêtement peut apporter. Je pense qu'il peut être justement l'évocation de goût et d'une personnalité. Alors oui, mais je ne vais pas réduire la personnalité à je mets de la couleur, donc je suis une personne joviale. Bon, pas forcément. Hein, je veux dire, moi, je mets de la couleur, beaucoup de couleurs. Je ne suis pas une personne extravertie. Donc on pourrait se méprendre aussi. Je veux dire, la personnalité... Alors après, comment on exprime la personnalité avec le vêtement? Du coup, on met un t-shirt à message, du coup. Donc, Oui, finalement, presque. en mode vacances, c'est quelqu'un qui aime bien être en vacances, sa personnalité, tu vois, j'ai du mal à... Mais je trouve que c'est, en revanche, un moyen d'exprimer beaucoup de choses. D'exprimer en tout cas, à savoir si on est plutôt à l'aise avec son corps, avec soi, si on est à l'aise avec sa masculinité par exemple, si on peut en parler, c'est un signal qui peut dire, on peut parler de beaucoup de choses, tu vois. Quand tu me vois, je pense qu'on peut se dire, tiens, si on boit une bière, la manière dont tu t'habilles évoque une certaine ouverture d'esprit, sûrement à des sujets autres que le vêtement. Donc on va pouvoir parler plein de choses avec cette personne-là. C'est pas toujours vrai, il y a des contre-exemples partout, hein. Mais le vêtement ne doit pas être une caution de valeur ou de personnalité à outrance, je pense. J'en ai une deuxième. Allez, on va faire la deuxième. Je pense qu'on va faire à chaque fois la deuxième. Le style, c'est une manière de dire qui l'on est sans avoir à parler. Oui. Il ne s'agit pas de suivre les tendances, mais de construire une identité authentique qui inspire confiance et permet d'exprimer ce que l'on porte en soi. Inspiré de Rachel Zoé. Peut-être plus d'accord avec celle-ci, Ouais, finalement. complètement, complètement. Là, Oui, là, tu peux me répéter la deuxième partie de la citation? Mais de construire une identité authentique qui inspire confiance et permet d'exprimer ce que l'on porte en soi. Et permet d'exprimer ce qu'on porte en soi. Oui, d'accord. Ouais, Oui, c'est un peu plus modeste. ok. Du coup, ça me va mieux. Et effectivement, de parler sans avoir à parler, ça, je m'identifie à fond. Parce qu'effectivement, comme je te dis, je ne suis pas une personne extravertie, je suis même plutôt sauvage. Enfin, j'adore être avec des gens et je me prête avec plaisir au jeu de la société et je prends beaucoup de plaisir à être avec des potes, avec ma famille évidemment, mais partager les choses avec des gens. Mais je prends énormément de plaisir aussi à être seul dans mon coin, à faire les choses que je veux faire, d'être un peu sauvage. Et c'est vrai que souvent j'ai manqué de... Je veux pas, si tu me lâches dans une pièce avec plein de gens se connaissent, discutent déjà entre eux. Subitement, je vais m'inventer, même si je fume très très peu, par exemple, je sais pas, je vais aller taxer une clope pour aller fumer. Tu vois, je vais essayer de m'extraire de ça parce que j'arrive pas à briser la glace, parce que je trouve que tout le small talk est toujours hyper futile. Je suis très mal à l'aise à l'idée de parler du beau temps. Enfin, je sais que c'est très sain et qu'il faut le faire, enfin je pense, mais j'ai vraiment du mal à le faire et donc le vêtement, il est là aussi pour parfois c'est un support pour une conversation, parfois c'est un étonnement chez autrui Lancer quelque qui chose. va lancer Ouais. une conversation. Un brise-glace, quoi, presque. Ouais. Donc ça permet de parler sans parler. Et donc ça permet oui, de briser la glace, de commencer à avoir une conversation. On arrive sur la fin. Je vais te poser la dernière question qui clôture qui clôture totalement le podcast. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de notre conversation aujourd'hui? Euh, J'aimerais que ça puisse être un début, si c'est pas le cas en eux, de voir le vêtement comme non pas une contrainte, mais un moyen d'expression. Voilà, après on met les limites qu'on veut dans ce moyen d'expression. Euh,
et que ce soit le signe pour eux de commencer à s'habiller exactement comme ils veulent, et donc à tenter les choses qu'ils veulent, à se gaufrer, pardon, à se planter. Je pense que dans l'entrepreneuriat comme dans le style, je pense qu'il faut se gaufrer. Et du coup, faire un peu comme les Américains, c'est-à-dire de valoriser les erreurs. Et de se dire, quelqu'un qui ne s'est pas trompé, c'est quelqu'un qui n'a pas bien appris. Et c'est comme si tu vois, là, par exemple, tu donnes tout l'argent du monde à un ado ou une personne plus avancée, plus mature, par exemple, je pense que tu ne le fais et tu lui dis vas-y, va t'acheter, va te composer des tenues. Alors elle sera super contente, elle va acheter plein de choses et elle va avoir enfin le style qu'elle veut, mais il y a plein de choses qu'elle n'aura pas comprises. Il y a tout ce temps-là, l'argent va pas t'acheter un style, hein, il va t'acheter un look. Mais il y a des choses qu'on a besoin de comprendre. Et ça, on les comprend que en essayant, en faisant des gadins. Moi, j'ai porté une tenue un jour où il y avait tellement de rappels dans la tenue, le bleu matché au bleu, le rouge, machin, ça, que c'était scientifique. Et ça ne marchait pas parce qu'il y a un côté indicible. Il y a dans les tenues, il y a en fait, une tenue parfaite n'est pas une tenue réussie pour moi. Il faut arriver à un déséquilibre charmant, etc. Et ça, l'argent ne l'apprend pas du tout. Il y a tout ce chemin et il y a un autre message, c'est que même si vous, par exemple, vous écoutez ça et vous aimeriez vous habiller bien, vous n'avez pas d'argent, et ben je dis tant mieux. C'est très, et c'est pas cynique du tout. C'est que justement, de l'argent, vous en aurez, il y en aura, ça va, ça vient. Et il y a des moyens sur Vinted, notamment dans la seconde main, d'aller se confronter au style. Et plus on attend, plus on comprend des choses. Et paradoxalement, plus vite on atteint un style dont on est content. Et aussi, il ne faut pas se focaliser à essayer de trouver un style. Ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, c'est comme on disait tout à l'heure. Moi, y a pas de. Sinon, ça veut dire que le style, c'est une panoplie de choses à avoir, et donc c'est un déguisement. Non, il n'y a pas un style, il y a une multitude de styles. Il n'y a pas votre style, il y a un style qui évolue. Alors, sauf à trouver un uniforme dans lequel on est bien, mais cet uniforme-là peut même être appelé à changer. Donc, c'est un chemin. Il faut être patient. Et sur la création de contenu, j'ai je fais un appel aux marques en disant faites confiance. Voilà, si vous faites appel à des gens, justement, c'est que vous valorisez leurs compétences. Elle n'est pas seulement cette compétence, ça dépend des gens, mais de faire que du contenu, que de la communication. C'est pas D'avoir que seulement. des followers. C'est ça, exactement. Ouais. C'est pas simplement un porte-voix vers une autre communauté. C'est des gens qui font des choses avec des convictions. Et si vous leur limitez ça, ils vont se plier au cahier des charges et ça va briser quelque chose dans la sincérité, dans l'authenticité du contenu qui fait que forcément, il sera moins de succès. Et c'est paradoxalement ce que les marques ne veulent pas. Elles veulent bien sûr elles veulent un contenu. Voilà, donc allez voir les gens pour leur authenticité et dites-leur, bien sûr, il faut un cahier des charges, il faut une limite, voilà, dans les marques, il y a un branding, il y a un tone of voice, une manière de s'exprimer, peut-être, mais ensuite, c'est carte blanche. Enfin, je veux dire, un créateur de contenu qui sera intelligent, il vous fera des retours, vous travaillerez ensemble. Voilà. Je pense qu'on a fait un super tour. J'ai été hyper content de te découvrir, moi aussi, parce que je te découvrais en même temps dans ce podcast, donc ça me fait hyper plaisir. J'espère que les gens vont aussi aller le voir. On peut aller te suivre sur quoi? Sur Insta? Insta, c'est là où je suis principalement, Ouais. Menswear Please. J'ai aussi du même nom sur TikTok. T'as une newsletter aussi? J'ai une newsletter tous les lundis matins qui est gratuite et donc hebdomadaire. J'ai un podcast aussi parce que quand j'ai commencé, Bien sûr, ouais. je me disais que j'allais pas avoir de clients, donc j'ai voulu multiplier les trucs et maintenant je me retrouve avec plein de choses à faire. Donc j'ai un podcast maintenant qui est aussi hebdomadaire et aussi gratuit, qui s'appelle Menswear Family. Donc c'est toujours ce souci quand même d'inclusivité, de se dire voilà, la mode c'est pas fait pour montrer du doigt, c'est fait pour se taper dans le dos, d'être là, d'avoir des bromances, de se dire putain j'adore ce que tu portes et tout, c'est fait pour ça la mode je trouve. Donc podcast, newsletter, Instagram, TikTok. Il y a aussi toute une partie de laquelle on n'a pas parlé, c'est vrai, mais je suis aussi consultant marketing si on veut pour des marques avec un associé qui est Florian Deveau. Qui est un ancien de chez Bonne Gueule et qui était le directeur marketing. Et en fait, pour toutes les marques qui sont un petit peu en crise d'identité, alors marque de mode parce que c'est là-dessus qu'on a grandi, mais ça peut être de tout milieu. Des marques qui peuvent être un peu en crise d'identité, qui se demandent où sont passées leurs valeurs, etc. Et bien, on leur fait une plateforme de marque, donc on est en immersion avec eux. On va leur proposer une plateforme de marque avec eux. On va aussi leur proposer peut-être un tone of voice, une manière de s'exprimer, des mots, un vocabulaire qui n'appartient qu'à eux
pour la rendre plus remarquable et la rendre plus authentique aussi. Parce que souvent, on se perd quand on arrive à justement comment on communique sur les réseaux sociaux pour une marque. Justement, là, c'est je sais pas, on s'exprime sur quoi, on fait quel type de format, on fait de la vidéo, de la photo, on est perdu. Mais ça, souvent, c'est un symptôme du fait que on ne sait plus vraiment quelles sont nos valeurs et nos messages. Et nous, le travail, ça va être de restreindre. Quelle est la particularité de ta marque? Quels sont ces messages principaux? 3 messages principaux. Et ensuite, une fois que tu réduis à ça, etc., c'est quoi ton vocabulaire, tes punchlines, etc. Et du coup, tu vas axer là-dessus. Et donc, on les lance sur un renouveau de marque pour être là encore dans 10 ans et pour savoir, pour avoir un cap, quoi. Bah, ce sera peut-être l'occasion d'un nouveau Oui, non, podcast. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Franchement, ça peut, parce que là, c'est un sujet qui, je pense, peut intéresser beaucoup de personnes. Bon, là, on arrive effectivement sur la fin. Franchement, Jordan, merci infiniment Merci de à ta toi. venue. Et on se dit à très vite. À très bientôt, Roger. Merci pour l'invitation. À Avec bientôt. plaisir. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode de High Value Entrepreneur. Et j'espère que tu as kiffé ce moment autant que moi et que tu en ressors avec des idées concrètes, de l'inspiration pour faire avancer ton projet. Avant de se quitter, souviens-toi que le chemin de l'entrepreneuriat, c'est un marathon, pas un sprint. Alors, si ce podcast t'apporte des solutions, des déclics ou simplement l'envie d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner et à partager autour de toi. Ça nous aide énormément et ça permet de faire grandir cette belle communauté d'entrepreneurs. Laisse-nous aussi un avis en commentaire. On adore avoir ton feedback pour continuer de s'améliorer et te proposer des contenus toujours plus pertinents. Sur ce, merci d'avoir été là. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et une nouvelle histoire.